Yo les amis, j'espère que vous allez tous bien. Bon les gars, j'ai eu la permission par Zach Nani, d'accord, de réac l'interview qu'il vient de faire de Baki, une interview qui dure 2 heures. Donc vous allez voir que c'est une interview hyper intéressante. Baki il revient sur tout son parcours. Depuis qu'il a 1 an, d'accord, sur la guerre qu'il a vécue en Tchétchénie, le fait qu'il ait vécu en Allemagne, quand il a commencé les sports de combat, le fait que qu'il était bagarre depuis qu'il est petit, il revient sur son parcours, voilà, en tant que combattant de MMA, ses premiers combats, le combat de Cédric Doumbé. Il parle de plein de choses là, justement, il dévoile une information qu'il est en négociation avec l'UFC, d'accord, pour signer à l'UFC et pour faire son premier combat à l'UFC Paris. Il revient sur Cédric Doumbé, bref. Une interview hyper intéressante, d'accord, qui dure 2 heures. Donc voilà, encore une fois, Zach, si tu passes par ma chaîne, merci beaucoup de m'autoriser à diffuser l'interview en entière. C'est vraiment très apprécié, je te remercie, voilà. Donc voilà les gars, je vais vous laisser tout de suite avec l'interview et n'oubliez pas de lâcher un petit like, un petit commentaire. Dans les commentaires les gars, si vous savez pas quoi mettre, vous bombardez de messages, vous mettez Baki, 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 Baki. Voilà. Donc abonnez-vous, activez la cloche, c'est pas déjà fait. Et c'est parti les gars. 19h ici. Pour des raisons pratiques, on s'est dit qu'on allait refaire l'émission à l'horaire à laquelle on a fait Gomis. Et je vous vois dans le chat, vous êtes très nombreux, ça régale. Nous sommes bien évidemment live de l'autre bout du monde. On continue cet arc après Mitsugi qui habite depuis quelques années au Japon et qui a une histoire de fou. Après Bafeti Bigomis à la... Pour info, en fait, là, Baki, son frère, etc., Balti, ils sont au Japon avec Zach et avec d'autres mecs de Twitch et d'autres youtubeurs, d'accord? Donc, ils sont tous au Japon, une bonne petite équipe. Très grande carrière et qui joue maintenant au Japon. Nous avons également quelqu'un aujourd'hui qui a une sensibilité vis-à-vis de ce pays. Il est là en même temps que nous, il est là depuis quelques jours. Vous êtes très hypé, je le suis aussi, car ça me permet également de reparler de MMA, une pratique que j'aime beaucoup. Monsieur Baki, Baki, comment vas-tu? Ça va super et toi Zach? Je suis ravi de te recevoir. Ah franchement tout le plaisir est pour moi, merci beaucoup. Donc franchement déjà ça fait 2-3 jours que je suis au Japon là, je kiffe de ouf. Et en plus te voir tout ça fait plaisir. Ah, tu fais Donc, chaud au cœur toi. Franchement, j'allais te poser la question justement parce que moi j'ai vécu ce que tu as vécu l'an dernier en arrivant justement au Japon, en comprenant, enfin en découvrant un peu le truc et tout. Et forcément, même si tu dois être peut-être encore un peu fatigué, quoique tu es jeune, donc du coup peut-être tu subis moins le truc. Ça donne quoi tes premiers jours au Japon? Qu'est-ce que t'en penses? bah déjà moi j'ai pas subi trop le décalage horaire parce que je me couche un peu tard tu vois. Donc j'ai pas subi de décalage horaire et tout, je suis bien. Et surtout bah, j'ai les points avantageux du coup du Japon. Franchement incroyable, juste l'air ici il est différent. Je vois mal d'ici les gars, vite fait. Mais je me demande si c'est pas une Rolex qu'il a au poignet. Dites-moi pour les connaisseurs, parce que là j'ai du mal à voir, mais il me semble que c'est une Rolex, hein. Il est bien, hein. T'as l'impression d'être sur une nouvelle planète, tu vois. Et franchement, c'est un kiff total d'être ici. On s'est baladé un peu en plus ensemble à Ouais, Shibuya. de ouf, de Là, ouf. cet après-midi, on allait faire les samouraïs. Ouais. On a fait un genre d'attraction aussi tout à l'heure. Oui, Ouais, oui, c'était une oui, folie. c'est vrai, on a fait un grand manège tout à Ouais. l'heure. Et dites-vous que Baki a animé le fight Hugo versus Yas. Ça sort ce soir sur YouTube, autant vous dire que ça va être extrêmement sportif. Yas que t'as rencontré d'ailleurs. Ouais, Yas, je l'ai rencontré. Yas, c'est un Je bon, l'avais les gars, jamais, c'est j'avais un bon jamais de vu sa fou. tête, tu vois. Moi, je l'aime J'avais bien. que vu sa tête qu'il a sur sa PP Twitter. Thierry Henry. Ouais, c'est ça. Mais du coup, je croyais que c'était lui carrément. Ah, comme beaucoup. Mm. Est-ce que tu as vu les menaces et messages qu'il t'a proférés? J'avais vu des vidéos. Et franchement, il a de la chance que son adversaire, c'est Hugo, quoi. Ça fait plaisir de commencer de cette manière. Voilà, tranquillement, je rappelle, c'est l'avant-dernière émission, déjà la troisième depuis que nous sommes au Japon. Demain, nous quittons Tokyo pour revenir le 7 mai et on conclura le 8 mai avec Andiella. Andiella qui est une créatrice de contenu, qui fait plein de trucs très cool aussi, donc on en parlera ici. Et déjà, je te remercie d'avoir accepté de venir. Nous allons discuter, parler de toi, de ta carrière, de tout ce que tu as fait. J'ai écouté plein de choses que tu as fait, des podcasts, des émissions, donc j'en connais déjà beaucoup. J'ai pu préparer tout ça ce matin en étant gentiment au café, très agréable. Tranquillement. Donc on va commencer tranquillement par le classique. Je vais te demander de te présenter pour ceux qui ne connaissent pas. Qui es-tu? D'où viens-tu? Et quel a été ton parcours scolaire, s'il te plaît, Baki? Alors, je m'appelle Baysengour Shamsudinov, alias Baki. Donc, je suis arrivé en France en 2005. Donc, c'est un peu là que tout a commencé. Je suis allé en cours comme tout le monde, primaire, collège. Ensuite, au lycée, j'ai choisi une filière pro, Ouais. donc dans le bâtiment. Et j'ai eu mon bac. Et j'ai fait du judo aussi depuis tout petit, depuis que je suis arrivé en France en fait. J'ai commencé par le judo. J'ai eu ma ceinture noire à l'âge de 16 ans.
Donc après avoir eu ma ceinture noire, j'ai commencé le MMA. C'est fort. Ouais. Et du coup, l'année où j'ai eu mon bac, j'ai fait mon premier combat pro dans la foulée. Première victoire et après on a enchaîné jusqu'à aujourd'hui quoi. T'avais envie de continuer après le bac, toi, ou est-ce que t'aurais aimé pouvoir le faire, ou alors c'est un truc genre, vas-y, on a validé le bac, c'est cool, tu vois. Bah en vrai, j'aurais pu continuer parce que je suis quelqu'un qui adore apprendre, tu vois. Genre je kiffe ça. Mais bon, je kiffe encore plus le MMA, tu vois. C'est un choix entre deux choses que t'aimes, quoi. Exactement. Et à l'heure actuelle, si t'avais pu continuer post-bac, tu penses t'aurais aimé quoi? Genre, je sais pas, l'économie, les sciences, le droit, peut-être. Je pense peut-être les sciences. Je suis vraiment un fan de sciences. Plus précisément d'astronomie. Ouais, c'est vrai que j'ai vu passer des trucs sur ça. Mais après, je suis pas un excellent élève, tu vois. C'est ça la différence. C'est que je suis quelqu'un qui adore apprendre, mais j'ai du mal à faire le travail à la maison, en fait. Ok. Donc à la maison, souvent, je passais plus de temps à me concentrer sur l'entraînement, etc. Donc peut-être sur de longues études, j'aurais eu du mal. Mais voilà, je continue encore d'étudier pas mal de sujets de moi-même, tu vois. Mais voilà, aujourd'hui, c'est le MMA, ma À profession. l'heure actuelle, tu regardes quoi quand tu parles par exemple un peu de science? Tu vas regarder les créateurs de contenu, tu vas lire des livres, tu vas lire des articles peut-être? Un peu de tout, beaucoup de reportages aussi. Et sinon, tu sais, il y a quelques youtubeurs que tu peux suivre. Ils font du contenu assez régulièrement, ils parlent d'actualité sur l'astronomie, c'est vraiment le truc qui me passionne le plus. Et après, un peu de vulgarisation scientifique, tu connais, hein. Ah, sur YouTube, on en trouve Ouais. des belles. Sur YouTube, on De en ouf. trouve des belles. Alors, excuse-moi la prononciation, j'ai regardé un petit peu. T'es né en Russie, dans une ville qui s'appelle Urus-Martan. Urs-Martan, c'est en Tchétchénie, ouais. Parfait, Urus-Martan. Avant de rejoindre justement Haguenau, en France, quand t'étais jeune. Est-ce que tu te rappelles de ton enfance en Russie ou pas du tout? Alors, je me rappelle pas de mon enfance là-bas parce que j'ai quitté la T'étais Tchétchénie petit, 2 ans, avant d'avoir 1 an. Ouais. Ah, En route, on s'est arrêté en Allemagne parce qu'on voulait d'abord habiter en Allemagne pendant 3 ans. Il y a eu des problèmes avec les papiers, etc. Du coup, on a quitté l'Allemagne, on est arrivé en D'accord. France. D'abord à Strasbourg pendant 3-4 mois, puis à Haguenau, et depuis, j'ai pas quitté Haguenau, quoi. Tu retournes en Tchétchénie de temps en temps? C'est quoi ton rapport avec la région? J'y suis retourné 2 fois depuis que je suis en France. Donc une fois en 2012 et une fois en 2020. Donc la deuxième fois que je suis allé C'est en très 2020, récent, c'était ouais. plus pour l'entraînement. D'accord. Et en 2012, quand j'étais petit, c'était surtout pour revoir la famille, s'amuser, quoi. Ça t'a fait plaisir un peu? Ouais, de ouf. Les 2 voyages, ils m'ont fait trop plaisir. Et quand tu vas là-bas, par exemple, tu vas dans quelle ville? Ça se passe comment? C'est quoi la différence entre là-bas et la France, par exemple? C'est un peu plus à l'ancienne là-bas, tu vois. C'est un peu plus à l'ancienne, même si ça se modernise, surtout la capitale, donc Grozny. C'est pas très loin de Urs-Martan. Mhm. Et sinon, il n'y a pas vraiment énormément de différence. Tu sais, c'est un endroit, c'est une région de la Russie qui est musulmane. Donc la religion est différente, les traditions sont différentes. Mais sinon, au niveau de la vie, c'est quasiment pareil, hein. Dans les contenus que tu as fait, en fait, et que j'ai regardé pour préparer cette émission, j'ai vu que tu parlais beaucoup de ton père. C'est quelqu'un qui a vécu une période très difficile. On sait qu'il y a eu 2 guerres en Tchétchénie très très dures. Pour rappel, Grozny, la capitale, a été décrite à l'époque à un moment comme la ville la plus bombardée du monde. il n'importe, ça me Est-ce met que les ça a frissons. influencé ton arrivée ici? Alors, moi, ça a influencé. C'est un peu une des raisons aussi pour laquelle on est arrivé ici. Parce que moi, mes 2 grands frères, tu vois, ils ont 10 ans de plus que moi. Ils sont nés justement entre les 2 guerres. Ok. Ou genre à la fin de la première guerre. Du coup, ils ont eu une enfance qui était dans la période paix. Et moi, je suis né pendant la deuxième guerre de Tchétchénie, celle qui a été la plus violente d'ailleurs. Et du coup, il y avait des bombardements près de nos maisons, etc. Mon père, il avait carrément peur que en grandissant, j'ai des traumatismes, tu vois. Il disait le pauvre et tout. Et du coup, pour l'avenir de leurs enfants, ils ont préféré quitter la Tchétchénie, C'est normal, se diriger vers l'Europe. c'est normal. Et voilà. Je crois même que ton prénom, il a un rapport avec ça. Ouais, mon prénom, c'est le prénom d'un guerrier tchétchène. Notre plus grand héros, en fait, tout simplement. Pourquoi est-ce qu'il est connu exactement? Parce que le prénom est très stylé, hein. Ouais, donc Baysangour, on l'appelait Baysangour Benoyevski, donc Baysangour de Benoï, parce qu'en fait c'est de là-bas qu'il vient. C'était un guerrier tchétchène qui a fait énormément de batailles pendant la guerre du Caucase. Il a combattu les Russes sur plein de batailles différentes. Sur toutes ces batailles, il a perdu déjà un œil, un bras, une jambe. Et ce qu'il a fait en fait, c'est qu'il s'attachait à son cheval à chaque fois et il retournait au combat, il combattait. Et c'est vraiment un héros chez nous parce qu'il y a énormément d'histoires sur lui. Et c'est un peu notre modèle, tu vois. Ouais. C'est un peu le modèle masculin chez les Tchétchènes. Et voilà. Oh, le Simplement. prénom est vraiment fou. Moi, quand je l'ai eu la première fois et que après j'ai vu derrière la référence un peu de pourquoi, Ouais. j'ai trouvé ça vraiment magnifique. Comment
passes, pour reparler un peu de ta jeunesse, à l'école et en France? Est-ce que tu arrives à t'intégrer? Est-ce que c'était un peu difficile? Il y avait un décalage? Ça s'est passé En comment? vrai, je me suis intégré assez rapidement. Au début, c'était un petit peu compliqué parce que je parlais allemand en fait à l'époque. Parce que j'avais du coup vécu 3 ans en Allemagne, tu vois. Ah oui, d'accord. Et mes profs, ils parlaient allemand en maternelle et tout. Donc avec eux, je discutais un petit peu, mais Je me demande avec s'ils les parlent autres élèves, toujours allemand ou forcément, pas. c'était difficile. Mais par après, du coup, en apprenant le français, etc., je me suis très vite intégré. Et dis-toi, j'ai carrément oublié l'allemand du tout. Ah bah voilà. Tu parles plus du tout allemand? Je parle plus du tout allemand. Ouais, Tu sais que ça, c'est le manque de pratique d'une langue. Ouais, de ouf. Quand j'étais gamin, moi j'ai vécu 1 an au Maroc. Mm. J'ai appris à lire l'arabe Mm. et à parler aussi. Et Mais c'est une folie de se dire qu'on parlait bien la langue. En Ouais, plus. c'est une ça, dinguerie, c'est ouais. ça qui est fou, tu vois. Je parlais bien allemand. Genre, je pouvais tenir une discussion et tout, et plus rien. complètement parti. T'avais des passions quand t'étais jeune? Peut-être un autre sport, des dessins animés, de la bouffe, la science, peu importe. On faisait des foot. Dehors, tu vois, on jouait beaucoup au foot. Et j'étais aussi un fan de sprint. Genre, en fait, on faisait des sprints. Le plus rapide, c'est qui gagne, etc. Ok. Mais sinon, ma vraie passion Fan de principale sprint. depuis petit, c'est être La le plus bagarre. fort en bagarre. Donc, j'ai commencé le judo et tout pour ces raisons. Donc, vraiment, c'est ça mon truc. Vraiment, c'est une dinguerie de dire être le plus fort en bagarre. Mais gros, tu sais, quand je voyais un autre garçon dans ma classe, genre, je me disais pas, est-ce que c'est mon élève, tout. Je me disais, Est-ce qu'il me fume en est-ce que je le bagarre bats en bagarre. Et c'était vraiment la question qui m'obsédait, tu vois. Et ce qui comptait pour moi, c'était pas d'être le premier de la classe, c'était d'être le plus fort de la classe. Et j'ai toujours eu ce truc, je sais pas, depuis tout petit. Je sais pas si c'est dû justement de là où je viens. Aussi, mes grands frères, ils m'ont mis dans un petit matrixage aussi depuis que je suis petit. Ouais. Ouais. Ils t'ont modelé un Ils peu. m'ont modelé un peu et voilà, aujourd'hui, on en est là, quoi. Et ça t'a posé des soucis, je suppose, à l'école ou ça va en réalité? En vrai, ça va. Il y a des mecs, ils ont fait beaucoup pire. Mais je me battais, on va dire que je me battais beaucoup, quoi. Comme un gars normal, en vrai. Comment il est venu justement cet attrait pour les sports de combat? C'était une pratique déjà présente dans la famille? C'était culturel? C'était un bail? Chez les Tchétchènes, c'est quand même culturel, le combat, la confrontation. Parce que du coup, on vient d'un pays en guerre. Et du coup, on a retranscrit ce truc de confrontation dans quelque chose qui est bien, du coup, le sport. Et voilà comment on est rentré là-dedans. Les films de bagarre aussi, que je regardais quand j'étais petit, ils m'ont vraiment donné envie. Tu regardais quoi? Homeback, Jackie Chan, des Bah, trucs comme Jean-Claude ça? Van Back, Damme et tout. Undisputed, je sais pas si t'as regardé Undisputed. Non, je connais de long. Ouais, Mais je j'ai l'ai pas regardé vu. Undisputed, j'ai regardé Blood and Bone, les films de Bruce Lee. Ouais, beaucoup trop de classiques. Moi, Hong Bak, ça, je pense que ça a matrixé beaucoup de monde, Hong Ouais, Bak. de ouf, Ah, de Hong ouf. Bak. Mais surtout le 2. Le 2, il était incroyable. Vraiment, tout ce qui était Hong Bak, et même les dessins animés qui allaient autour de ça, tu sais. Ouais. Genre, moi, le DBZ dessin et animé tout. Jackie Chan, perso, Ah, moi, les c'était talismans et DBZ tout. qui m'avait matrixé. Talisman, je n'ai pas fini, tout ça. Ouais. Ouais, ça, c'était de la ref. Hein. Ah, de ouf, de ouf. Bah, DBZ aussi. Ça Ah nous a ouais. matrixé, frère. Ah ouais. Est-ce que t'étais de la génération qui regardait MCM à 17h30 pour les 2 épisodes de DBZ Bah, ou on a trop d'années d'écart? Non, moi je regardais les premiers épisodes de DBZ que je regardais, du coup c'était sur MCM. Et moi je regardais parce que mes grands frères. Moi, les gars, les premiers épisodes Enfin, les premiers épisodes de DBZ, c'était Club Dorothée. Hein. Et ouais, la famille, hein. Années 90, vous connaissez. regardaient en fait. Parce qu'eux ils rentraient du collège à l'époque Ouais. et ils mettaient vite DBZ et ben moi je regardais avec eux, tu vois. Ah là là. Vegeta. Magnifique. T'as commencé justement les sports de combat par le judo, tu nous as dit, t'as quel âge à ce moment-là? 6 ans, c'est ça? 6 ans, ouais. Et ça se passe comment à 6 ans? Genre, c'est quoi les différentes étapes? Je suppose ceinture jaune, blanche, tout ça, machin, Mhm. mais comment ça s'est passé pour arriver 10 ans plus tard à une ceinture noire? Bah déjà au judo, en tout cas en France c'est comme ça. Je crois qu'au Japon c'est différent. Mais D'accord. en France on a un système de couleurs, ceinture blanche, jaune, orange, etc. Et logiquement tu es censé en gagner une par an. Mm. Donc tu gagnes une ceinture par an, tu fais des compétitions, etc. Et il y a juste une petite particularité, c'est pour la ceinture noire, tu as des points à marquer en compétition. D'accord. Donc tu dois marquer 100 points. Et tu dois aussi passer les katas. Et les katas c'est un genre de truc de répétition. T'as vu ce qu'on a vu tout à l'heure chez les samouraïs là? Oui, Le c'est-à-dire truc une sorte de chorégraphie, Exactement. de suite, de mouvements très précis, Exactement. techniques, c'est ça? Ouais, exactement. Bah, du coup, tu dois valider 100 points et valider les katas. Et du coup, c'est comme ça que tu as ta ceinture noire, quoi. Et du coup, avec les années, plus les points, les katas, j'ai eu ma ceinture noire. Pour ceux qui nous écoutent, tout à l'heure, on a fait une activité sur Airbnb avec un maître samouraï. Ouais, de ouf. Où on est allé trancher des trucs et tout. C'était trop stylé, vous verrez, on l'a vlogué. Et en fait, le maître samouraï, quand on lui a dit que Baki, c'était un combattant professionnel et qui avait aussi sa ceinture noire en judo, ils se sont identifiés les deux. Un peu. Ça vous a créé un lien. De ouf. Bah, en vrai, ça crée des liens le combat, je t'ai déjà dit. Et bah, t'as vu, il m'a mis au défi, il m'a mis carrément. Il m'a donné un truc à couper plus gros que ce que vous avez coupé vous. Oui. Ouais. Et je peux même dire, j'ai demandé à couper la même taille que Baki, il m'a dit non.
C'était... Il m'a dit que j'étais le premier à l'avoir coupé, je crois. En plus. Oui, Ouais. oui, c'est la première fois qu'il donnait à un client comme Ouais. ça un truc de la taille de ce que lui-même faisait. Ouais, c'est une folie. Hein. C'était une folie, bordel. T'as eu des facilités lors de tes premières années ou tu sortais pas forcément du lot? Tu veux dire en sport judo. de combat? Ouais, en sport de Non, combat. moi je sortais toujours du lot. D'accord. Toujours, je suis sorti du lot. Peu importe, à partir du moment où c'était du combat, je sortais toujours du lot. Peut-être dans les toutes premières séances, je sortais pas du lot. Logique. tu Ouais, découvres. logique, mais c'était peut-être pas dû au niveau que j'avais, mais c'était surtout dû à la mentalité. En fait, très vite, au bout de 5-6 séances, il y a un truc en moi qui est sorti de. Oublie pas que c'est toi qui dois être le plus fort, tu vois. Mhm. Et c'est à ce moment-là que voilà quoi. Tu faisais déjà des tournois dans la région, tu t'en sortais, ça se passe comment exactement le judo? Moi, tu vois, comme beaucoup, j'ai fait du football, tu vois, des trucs comme ça, mais j'ai jamais purement fait les sports de combat, donc je connaissais pas exactement le système de comment ça se passe, par exemple les compétitions et des trucs comme ça, tu vois. Ouais, on avait des compétitions au judo, donc on avait un truc qui s'appelait les districts. C'était avec toutes les villes aux alentours, tu vois, toutes les petites villes autour d'Haguenau et tout. On se réunissait dans une salle, donc soit dans leur ville, soit à Haguenau directement, et on faisait des compétitions entre nous. Et t'en avais 4 par an, et celui qui avait le meilleur classement sur les 4 compétitions en moyenne, bah il avait une médaille bizarre ou je sais pas quoi. Après, il y avait des compétitions spéciales, genre régionales, tout ça. Et ça, c'était une fois par an. Ouais. D'accord. T'en as déjà remporté une comme ça? Oui, moi j'ai remporté toutes les compétitions régionales. Et après, en grandissant, il y avait les compétitions nationales aussi que j'ai pas pu faire parce qu'à un moment je m'étais blessé. C'était d'ailleurs la seule blessure que j'ai eue dans ma vie, D'accord. à la cheville. Ok. Et par après, en remportant tous les points qu'il me fallait pour aller à une compétition nationale, mon club, ils ont décidé de pas y aller. Parce que j'étais le seul du club qui pouvait y aller. Et du coup, ils ont dit, ouais, on y va pas. Oh les bâtards. Vu que t'étais solo, ils se sont dit que ça avait pas le coup. Ouais, ça valait pas le coup. Pas cool. C'est pas cool. Tu l'avais un peu ici ou pas? Bah oui, je l'avais ici. Je l'avais ici. C'est fou parce que sur le documentaire que la sueur ils t'ont dédié, il y a une vidéo de toi tout petit en train de faire du judo Ouais. et le gars il vient te dire doucement parce que tu le balayes trop fort. T'étais toujours à 100%? Ouais, je me donnais toujours à fond. Ça, c'était justement avant ma blessure, tu vois. C'était vraiment l'époque. Et d'ailleurs, mon père, il me suivait déjà à cette époque. Hein. C'est fou. Hein. Ça a été quoi l'apport de ton père concrètement? De quoi? Ça a été quoi exactement l'apport de ton père? C'est-à-dire des jeunes, il te suivait dans les sports de combat, il t'encourageait dedans, Ouais. il t'a poussé dedans, il te conseillait peut-être? Bah, quand j'ai commencé le judo, mon père, il m'a emmené aux entraînements parce que tu peux pas y aller tout seul, tu vois, t'es un enfant. Ouais. Et depuis, il me suit en fait. Il assistait les autres parents, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils envoyaient Ils déposent et ils ils se emmenaient leur cassent. enfant. Ils partaient faire un truc, j'ai rentré chez eux et ils revenaient le chercher. Moi, mon père, il restait à l'entraînement. Il y avait une petite chaise là-bas, je m'en rappelle. Il était toujours assis là et il me regardait attentivement. Et d'ailleurs, ça te mettait une pression de ouf. Bah ouais, c'est ce que j'allais dire. Ah ouais. Parce que, frère, à chaque fois, tu sais, à la fin, il y a des petits combats à faire. Et gros, à la moindre erreur, je voyais mon père, il me regarde bizarre, tu vois. Il te faisait un débrief salé dans la voiture. Ah, franchement, le retour, il était salé parfois. Hein. Non, mais c'est bien, tu vois, l'implication parentale un peu Mm. comme ça, tu vois. Ouais, de ouf. Moi, j'aime bien, moi. En parlant de ça, tu vois, par exemple, hier, j'ai vu Gomis Mhm. et il parlait aussi de l'implication de son papa dans sa carrière à une Mais échelle je de pense que footballeur. ça joue énormément en vrai. Et ça a joué Je pense énormément. pas que c'est impératif, mais ça peut vraiment changer le cours de l'histoire d'un athlète, tu vois. Il y a des gens dans le chat qui demandent si c'est en live et si c'est à Tokyo. La réponse est oui et oui. Tranquillement, ça fait plaisir. On est dans le cadre des Accords Olympiques Japon, 3e émission. J'espère que vous passez un bon moment. On vous accompagne en plus en début d'après-midi. Il y en a, vous devez être en train de manger. Il y en a, vous devez être en train de courir ou C'est autre. vrai que là-bas, il est 12h30. Et ouais, j'espère que vous passez un bon moment, ça régale. Et je vois le chat. Donc s'il y a des moments où vous avez des questions pertinentes, un petit truc, n'hésitez pas, je peux le remonter de manière extrêmement simple. Après ta ceinture noire, tu commences justement à fréquenter un club de boxe thaï où des combats de MMA étaient organisés en fin de séance. Pourquoi avoir changé de sport? Est-ce que tu penses que tu avais fait le tour au judo? Alors, moi, vers 11-12 ans, quand du coup, j'avais toujours pas ma ceinture noire, il y a eu un moment où je me suis dit, faut que je fasse du MMA. Je regardais un peu l'UFC et tout, et la liberté que ça apportait, ça me donnait trop envie, tu vois. Ouais. Donc, c'est à ce moment-là que je me suis lancé. Je regardais énormément de vidéos, et même au judo, je commençais un peu à dérailler. Ça veut dire que les mecs, ils me voyaient, ils me disaient, mais pourquoi tu fais ce genre de technique? Ok. Parce qu'en fait, moi, je pensais déjà à l'après. C'est-à-dire certaines techniques qui marchent bien au judo, je les ai délaissées dans ma pratique de judo parce que je savais qu'en MMA, elles sont nulles. Et certaines techniques qui marchent pas spécialement bien en judo, Tu les appliquais. je les appliquais. Alors que je suis toujours dans le judo, tu vois. Et du coup, au moment où j'ai eu ma ceinture noire, c'était le moment de Il avait fait sa transition avant de faire sa vraie transition. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? faire la transition. Il n'y avait pas de club de MMA près d'Haguenau, donc j'allais dans un club de boxe thaï. D'accord. Et à la fin, une fois que les sparring ils étaient finis, je disais, ouais, qui veut faire du MMA contre moi?
Et on se faisait des petits 1v1 comme ça, quoi. Et c'est comme ça que tu t'es un peu aguerri au truc, que tu t'es dit que c'était vraiment un sport que t'aimais bien, Ouais. peut-être parce qu'il est très complet. Ouais, de ouf. C'est à ce moment-là que j'ai capté aussi que j'arrivais bien à mélanger les sports. D'accord. Parce que j'avais le judo dans les pattes, qui a rien à voir avec la boxe thaï du coup. J'apprenais quelques techniques en boxe thaï, et j'arrivais encore à mettre du judo au moment où il fallait faire des petits sparring de MMA. C'est-à-dire je mélangeais bien le truc. Et aujourd'hui, une de mes qualités de combattant MMA, c'est que je mélange très bien toutes les disciplines que je connais. Il y a quoi comme technique de judo que tu appliques par exemple encore maintenant, tu vois? Le balayage. Une hein. de mes spéciales, déjà les balayages. Ah bah ouais. Je crois que t'en as fait les frais, non? Ah, j'ai vu une vidéo, je crois, il se fait Ouais. balayer. On a fait un corps à corps minute 1. Minute 1, Ouais. j'ai pris un balayage. Le fait qu'il sorte ça en premier, c'est pour. Je le prends un peu personnellement. Ouais, les balayages, déjà, j'ai une bonne notion du timing sur les balayages. Après, il y a Ouchigari aussi, c'est une technique qui te fait tomber vers l'arrière. Très bien. Et après, certains mouvements vers l'avant, où tu vas choper, en MMA, on appelle ça le body lock. Donc, tu vas choper le corps, le tronc, et tu vas pouvoir le jeter vers l'avant, tu vois. Ok, vraiment intéressant parce que je me posais la question, du coup, et ça c'est sans doute un peu logique. Est-ce que devenir judoka professionnel, ça aurait été une option? Ou pas du tout, tu n'y as jamais pensé? En vrai, forcément, j'y ai pensé parce que j'étais judoka, mais ça m'a jamais hypé de ouf. Ok. Ouais. Genre, je me suis jamais vu en me disant, ouah, je vais être le meilleur judoka du monde. Genre, ça a jamais été un objectif. Tu vois. Ok. Et au final, quand tu arrives un petit peu dans le MMA, qu'est-ce qui t'a de t'investir concrètement dedans? C'est, comme tu disais, le côté complet du sport, peut-être le fait que ce soit plus développé. Le club, c'est quoi? Je dirais que c'est surtout l'amour du sport. Ok. C'est vraiment, je kiffais le MMA et ça ressemblait vraiment à ce que j'aime depuis petit en fait. Du coup, la bagarre, tu vois. Et le fait que j'aime ça m'a donné vraiment cette envie de m'impliquer à 100%. Et aussi, tu sais, tout à l'heure, on parlait de science. Oui. Et en fait, le MMA, c'est une science en vrai. Parce que ce que j'aime avec les sports de combat, c'est que tu apprends la science de comment battre un adversaire, comment battre ce style de combattant, ce style de combattant, un lutteur, un striker. Et le fait d'étudier, de regarder comment je pourrais faire ci, comment je pourrais faire ça, c'est vraiment ce que je kiffe le plus dans mon sport. Genre, avoir étudié un truc, me dire que à ce moment-là, si je fais ça, ça va lui faire mal, etc. Et le faire en plus derrière, ça, c'est vraiment ce que je kiffe le plus dans ce sport. Et c'est pour ça en vrai que j'aime ce sport, tu vois. C'est assez marrant parce que ça, on en parlait en off juste avant. Toi, tu disais que tu étais un geek un peu, t'aimais bien aller voir quand tu avais un combattant en face, Ouais, un petit peu des anciens combats de lui pour juste même t'imprégner de ce qu'il est capable de faire, des trucs comme ça. ouais, de ouf. C'est un classique, ça. Ça, c'est un classique. Beaucoup de Ça, gens c'est le un font. classique, ça, Après, bien sûr. moi, je le fais vraiment dans l'abusé. Vraiment, je regarde très très loin. C'est-à-dire que je peux aller regarder des combats du mec qui datent de je ne sais quand pour voir s'il n'y a pas un truc qu'il pourrait sortir et qu'on n'a pas vu sur ses derniers combats. Ou alors voir aussi des adversaires qui l'ont fait galérer. Pourquoi contre lui il a galéré typiquement, etc. Et pouvoir analyse, appliquer ça quoi. dans ma stratégie, quoi. Analyse du combat. J'ai regardé la vidéo de la sueur où tu racontes tes premiers sparring et notamment un coup que t'as mangé qui t'a séché assez fort. Comment t'as vécu cette période de découverte? Est-ce que c'est là où tu t'es dit, ok, j'ai encore plein de choses à apprendre, encore des défauts, tu vois, parce que tu passes sur une autre pratique? C'était quoi? Alors, dans mon premier club de MMA, donc c'est en Allemagne, j'avais fait peut-être 6 mois, tu vois, au club de boxe thaï que je t'avais dit. Ouais. Et par après, mon père, il a vu qu'à la fin, quand les sparring sont finis en MMA, j'étais bien. Mon père, il a dit, vas-y, on va aller dans un vrai club de MMA. Ok. Donc, on est allé en Allemagne et j'ai passé 2 ans quasiment à m'entraîner là-bas. Il s'appelait comment le club? Il s'appelait Mirkos Fight Gym. Très bien. Donc, c'était à Offenbourg, tu vois. Donc, on s'entraînait à fond, à fond, à fond. Et au bout de, ouais, peut-être 1 mois, 2 mois là-bas, je tourne avec l'entraîneur du club. Donc, l'entraîneur, c'était un Tchétchène qui était pas loin d'être à l'UFC. Tu vois, il était à un moment dans sa carrière comme je suis actuellement. Donc, il avait, je crois, 9 victoires, 0 défaites. Ah ouais. Donc il Ouais. était Il en était plus chaud, entraîneur, en plus d'être Ouais, pro. mais au moment où, du coup, je tournais avec lui, il était déjà sur la fin de carrière. D'accord. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire. Ça, c'était vraiment son prime, ce que je veux te dire. Et donc, c'était un combattant assez connu en Allemagne, etc. Un vrai combattant pro, quoi. Et je tourne avec lui en sparring, on tourne, on tourne, on tourne. Et à l'époque, je savais vraiment pas boxer. Genre, vraiment, moi, mon point fort, c'était de faire tomber les mecs et de les contrôler par terre. Ouais. Tu D'être vois. un poison après. Voilà, d'être un poison. Mais en boxe anglaise pure, c'était vraiment pas mon truc. Là, aujourd'hui, alhamdoulilah, je me suis mis à l'anglaise. Donc, maintenant, j'ai une bonne boxe, tu vois. Pour un combattant MMA, j'ai une bonne boxe. Mais à l'époque, c'était pas ça. Et du coup, on tourne, on tourne, on tourne. Et c'est un club où on tourne fort. C'est-à-dire, il n'y avait pas de sparring léger là-bas. Ouais. C'est-à-dire que même s'il y a une différence de niveau,
il va pas avoir de la pitié pour moi, il va essayer de me sécher. Vous vous envoyez un peu, quoi. Exactement, c'est vraiment on se tape dessus quoi. Donc on s'envoie. Et je crois on a fait 3-4 rounds, j'étais mort, j'étais cuit. Parce que quand tu connais pas un sport, ça te fatigue 2 fois plus, tu vois. Donc j'étais cuit. À un moment, je suis dans les cordes, j'essaie de le frapper. Et genre, pendant que je le frappais, j'ai eu une petite ouverture ici. Et il m'en a déclenché une dans le foie, frère. En fait, je crois que c'était aussi le Aïe, fait aïe, que aïe. j'étais trop fatigué. Tout. Ouais. C'est un mélange de tout. C'est La un mélange de surprise, la tout. fatigue. Et là, laisse tomber, frère. J'avais le protège-dents. En fait, j'avais ma mâchoire. Alors que tu vois, tu peux la contracter, la décontracter. En fait, elle m'obéissait plus, elle s'est décontractée. Le protège-dents, il tombe de ma bouche. Oh. Ah, laisse tomber. J'avais Quand au jamais foie, ça fait fait très très mal. Hein. C'est encore à l'heure actuelle le coup le plus marquant. Oui, parce que par après, en fait, depuis ce coup, déjà le foie, je sais pas pourquoi, mais je sens plus les coups au foie. Ok. Donc, Ça t'a Il sensibilisé. a anesthésié le exactement. soir, Déjà, ça, le c'est foie. carré. Ouais. Et aussi, je le protège mieux. Et du coup, depuis, j'ai pas mangé de mauvais coups. T'as fait tes débuts justement en MMA Pro. J'ai vu la ligue, alors ça s'appelle le Hard Fighting Championship, c'est à Bâle, en Suisse. Contre, j'ai noté Souris Mehdi le 17 août 2019, à 17 ans seulement. Mais on commence pas professionnel, je suppose, du jour au lendemain. T'as eu des combats en amateur auparavant? Alors, j'ai pas eu de combat amateur. Ok. Et il faut avoir 18 ans pour être pro. Mais du coup, moi, je suis né le 16 août. Donc, un jour avant, tu vois. Et Attends. T'es allé faire ton premier combat pro le lendemain de ton anniversaire. exactement. Ouais. Et du coup, ouais, mon anniversaire, je l'ai passé à me réhydrater, remanger, etc. pour être en forme pour le combat. Et d'ailleurs, la dame, tu sais que pour assister à l'événement, il fallait avoir 18 ans. Ok. Du coup, elle demandait la carte d'identité et tout. Et je dis, je montre ma carte d'identité. Elle dit, ah, vous avez de la chance que c'est votre anniversaire, c'était votre anniversaire hier, parce que sinon vous auriez pas pu assister à l'événement. Alors Et que moi, tu je- participais. Et moi j'ai dit, mais je viens pas pour assister, tu vois. Et voilà, du coup c'était mon premier combat. Et comment s'est passée la décision justement de passer professionnel, d'avoir ce combat? C'est comment on te l'a proposé et tout? C'était quoi l'idée derrière? Alors on m'avait proposé une date pour le HFC pour un combat amateur, donc j'ai dit oui, donc j'y vais et tout. Et je devais affronter un mec de Lyon, il me semble, à la Ok. base. Et finalement, Attention les mecs de Lyon. ce mec de Lyon, il avait pas voulu faire le combat et il a affronté un autre mec. Ok. Donc un autre mec, du coup ils ont fait leur combat amateur et tout. Et du coup moi je me retrouve à être arrivé pour rien, me peser pour rien et tout. Et il me dit, bah écoute, le combat je peux pas te le faire, mais on a un combattant qui veut faire un combat pro demain. Ok. Donc est-ce que ça t'intéresse? Et donc là je me suis dit, bah vas-y. Hein. Et du coup Ah le premier ouais, combat pro, bonhomme, hein, de ouf. voilà. C'est par hasard. Ouais, par hasard. Ouais. On voulait pas le faire directement en pro. Je savais même pas est-ce que je suis capable de supporter tout le public. Tu vois, c'est pour ça aussi qu'on fait des combats amateurs. C'est même pas pour une question de niveau. C'est d'expérience. Ouais, C'est ça, juste l'expérience, pour savoir comment une personne réagit au fait qu'il y a du monde, Ah ouais. de faire son entrée, etc. Tu sais, parfois il y a des points d'interrogation qu'on connaît pas. Et bah, du coup, j'ai pris le risque et j'ai fait le combat pro direct. Quand t'es au tout début, tu devais pas être entouré comme t'es maintenant. Comment s'est passé la prépa du combat qui était autour de toi à ce moment-là? T'étais solo? C'était comment? Bah, je m'entraînais du coup au Mirkos Fight Gym à Offenbourg. Et malgré que je suis très bien entouré aujourd'hui, j'étais quand même bien entouré avant. Ok. J'ai toujours eu mes grands frères à côté de moi. Et mes grands frères aujourd'hui, ils font partie de mon entourage. Donc j'ai toujours eu mes grands frères, j'ai toujours eu mon père. C'était juste le coach à la limite qui changeait. Et tout ce qui se passe autour de l'entreprise Baki n'était pas là. D'accord. Mais autour de l'équipe combat, en tout cas, on était bien. Donc on était arrivé prêt, quoi. Les grands frères, ils avaient déjà un peu leur rapport sur ce que tu faisais? Oui, toujours. Nous, ça a toujours été très familial. Donc c'est magnifique. Bah, j'ai eu la chance de le rencontrer, je confirme. Hein. Il est Ouais. très 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 gentil et franchement, ça m'a fait plaisir. C'était un vrai honneur de le voir avec toi au Tout Japon. l'honneur est pour nous, Zach. Oh là là là. Est-ce que tu peux le raconter, ce premier combat? Comment ça s'est passé? Alors, du coup, le Mehdi Souris, c'est un boxeur, boxe anglaise. Il a gagné des titres en championnat de boxe anglaise. C'est ce que j'avais vu sur internet dans la région, donc le Grand Est. Je crois qu'il avait beaucoup de combats, une vingtaine de combats déjà, Ok, donc Ah oui, waouh. mais en boxe anglaise. Et donc, moi, dans la voiture, en y allant, parce que du coup, ils nous ont Il changé fait stresser de l'adversaire la fou veille, en tu vois. fait. En y allant, je vois l'adversaire et je dis, bon, lui, il faut l'emmener au sol et on règle le problème. très bien. Parce que c'est un mec en boxe anglaise. Donc c'est ce qui s'est passé, on commence, 5 secondes, il est par terre. Je lui traîne un peu dessus, parce il se débattait beaucoup, il avait beaucoup de force, tu vois. Et à l'époque, j'étais pas lourd comme aujourd'hui, j'étais beaucoup plus léger, j'avais même pas cuté en vrai, tu vois. Ah ouais? Bah, je faisais 80 kilos dans la vie de tous les jours.
Donc, juste on t'annonce le combat, tu t'entraînes un peu plus, t'es déjà à 77, tu vois. D'accord. Donc, j'arrive au combat au poids. L'autre, je pense, il était un petit peu plus lourd. Donc, quand il se débattait, j'avais du mal à le stabiliser pour le frapper. Mais au final, au bout d'un moment, il a fatigué, il a lâché. Il a lâché le morceau. Et quand il restait 1 minute, bah, je lui ai mis un enchaînement à la fin par terre. Et l'arbitre, il a décidé d'arrêter. Première victoire en professionnel, voilà, pour Ouais. ceux qui la voulaient. C'est intéressant parce qu'au final, c'est ce que j'ai vu, ça se passe bien là-bas, parce que tu termines tout 2019 dans cette même ligue en gagnant tes 2 et 3e combats pro. J'ai noté les noms, hein, Fabien Jeanfreux, Lucas Mayer. Ouais. Est-ce que c'est une période qui t'a permis de t'affirmer, de gagner un peu en expérience? C'était vraiment les débuts de carrière pour toi? Ouais, ça m'a permis d'avoir cette sensation d'être à la maison quand tu vas dans la cage. Donc, pour l'instant, c'était au HFC que j'avais cette sensation-là. Et il fallait la développer du coup dans toutes les autres organisations. Donc au HFC, je me sentais vraiment à la maison, les organisateurs commençaient à me connaître, il y avait une petite hype qui se créait aussi à Haguenau, au Strasbourg, les gens ils venaient me Effectivement. voir, on gagnait, on gagnait, on gagnait. Et après on est passé au 100% fight. Hein. Avant le 100% fight, c'est quand tu étais dans une ligue comme ça, justement 1-0, 2-0, 3-0. Je sais qu'il y en a beaucoup qui nous écoutent et qui connaissent pas les tout débuts de carrière. Par exemple, ça se passe comment la rémunération à ce niveau-là quand t'es pas encore, par exemple, très connu ou alors que tu es dans une petite ligue est-ce que même tu gagnes quelque chose? Alors normalement en pro on doit toujours gagner de l'argent, en D'accord. amateur je sais pas, je sais qu'en amateur on gagne aussi de l'argent, mais là pour ces combats-là on me payait 100 euros quand je gagne Ok. et 50 euros au perdant. Ok, Donc, donc c'était juste, vraiment. juste l'essence quoi. Ouais, c'était même pas. Merci d'être venu quoi. Ouais, exactement. Après, bon, il faut bien qu'il y ait aussi ces petites ligues pour développer les petits combattants C'est qui ça. commencent Et quelque part. aussi, quand tu es combattant, au début, si tu décides de combattre pour l'argent directement, ça ne marchera pas. Tu vois. Faut vraiment... C'est un investissement en vrai. Tu peux combattre pour l'argent, mais il faut vraiment voir loin. Si tu espères toucher des grosses sommes au début, à moins que tu sois pistonné, normalement, tu touches rien. Ouais. Ah ouais, c'est logique. Mm. Cette période t'amène à signer justement au 100% Fight. C'est une organisation quand même très reconnue en France qui a vu défiler des noms comme, j'ai noté, Francis Ngannou, Saladin Parnasse ou encore Morgan avant toi. Comment elle se passe ton arrivée là-bas? C'est eux qui viennent te chercher? Alors, ce qui se passe, c'est que moi, après mes 3 premiers combats au HFC, bah, le club en fait en Allemagne, Mirkos Fight Gym, il ferme. Enfin, il ferme pas, mais les cours de MMA ils s'arrêtent. Ok. Donc, j'ai besoin de trouver un nouveau club pour m'entraîner. Et il se trouve qu'au HFC, j'avais fait la rencontre d'un mec qui s'appelle Eddie Carda. D'accord. Donc Eddie Carda, c'est un mec, il était venu avec son poulain. Et lui comme moi, on était arrivé trop tôt à la pesée. Du coup, on discute un peu. Et il me dit qu'il a un club à Sarrebourg, tu vois. Donc à 60 km de là où je suis. C'est ce que j'allais Il dire. faisait tous les jours Et le 60 club où je km pour y m'entraînais à aller. Offenbourg, c'était aussi 60 km. Ah, Donc, ah je me dis, ouais, bon, wow, il a d'accord. 60 km, je pourrais peut-être faire un tour chez lui. On s'entendait bien. Son poulain en plus, il a gagné. J'ai gagné aussi. Donc on se dit félicitations, machin. On se dit à bientôt, machin. Je rentre chez moi. Je suis tout content de ma victoire. Je vais à mon club, le Mirkos Fight Gym. Ils me disent, ouais, c'est fini les cours de MMA ici. Je dis, ah, bah, Soudain. ouais, Je m'y attendais pas. ouais, relou, tu vois. Du coup, je rentre chez moi et j'appelle Eddie. Je lui dis, hey, écoute, mon club, il a fermé. Enfin, je peux plus faire de MMA là-bas. Est-ce que ça te dérange si je passe un petit peu m'entraîner chez toi, etc. Et si ça me plaît, éventuellement, à m'inscrire là-bas, quoi. Il me dit, avec plaisir et tout, viens, viens, viens. J'arrive là-bas et en fait, je vois que Eddie, c'est un coach de fou furieux. D'accord. C'est vraiment moi, une de mes meilleures rencontres depuis que je fais du MMA, c'est Eddie Carda. Ok. Tu Donc, travailles encore avec lui Eddie actuellement? Carda, actuellement, c'est toujours mon coach. Magnifique. Tu vois. Donc, Eddie Carda, il avait des contacts avec Hatch du 100% Fight. Ouais. Et du coup, 2 mois plus tard, on fait notre. Ce qui est bien avec, en fait, c'est que j'étais déjà pro en rencontrant Eddie. Eddie, il avait déjà deux combattants pro. Et du coup, moi, je suis arrivé direct 3e combattant pro. Et genre, quand tu dis qu'il est extraordinaire, c'est parce que quand t'es arrivé avec lui, directement, il t'a vu faire et genre, il a corrigé des défauts, il t'a directement donné des conseils, il t'a beaucoup accompagné. C'est quoi? Déjà, il y a un truc qui est important avec un coach, c'est le feeling. Mm. En Ah tant ouais. que le feeling que j'avais avec Eddie, il était très particulier. J'avais vraiment, j'aimais trop comment il fonctionnait. Et aussi, ouais, ses connaissances. Genre, déjà, c'était la première fois que je faisais des sparring légers. Ah oui, il avait connu que la bagarre de Ouais, forain exactement. jusque-là. Ça veut dire que pendant 2 ans, j'ai fait des sparring. Je savais pas que ça existe des sparring légers. Je me dis, mais c'est quoi ce truc? Parce qu'en fait, il m'avait fait tourner avec un mec, son autre pro. C'était un très léger, il faisait 60 kilos. Je tourne avec lui. Et Eddie, il me voit l'enclencher. Il me dit, mais pourquoi t'enclenches mon gars comme ça? Il est tout petit, il fait 60 kilos. Je dis, mais tu nous as mis faire un sparring, comment ça je l'enclenche pas, tu vois? Et il m'a dit, mais non, vas-y doucement. Et genre, moi, je me suis dit, mais comment ça doucement? Genre, ça n'avait pas de sens pour moi de me dire qu'on devait y aller doucement. Je suis vraiment ton sang de Tchétchène dans la tête. Mais en fait, c'est comme ça que j'ai commencé le MMA, tu vois. Et du coup, il m'a appris les sparring légers. Et en fait, c'est ce truc-là,
c'est ce qui te fait le plus progresser en réalité. Parce que quand tu fais un sparring léger, c'est de l'amusement en fait le sparring les gars, il y en a ils pensent, après le sparring lourd c'est très utile aussi, t'apprends à recevoir les coups etc, mais le sparring léger en fait, faut voir ça comme un jeu en fait, voilà, tu testes les trucs etc, en fait c'est un vrai échange le sparring, voilà, le sparring léger c'est un vrai échange entre toi et ton partenaire, vous vous entraînez, tu le laisses placer des coups, il te laisse placer des coups, ça teste etc, voilà, faut pas chercher le dur, faut pas chercher à blesser etc, et c'est vrai que le sparring léger pour moi, c'est ce qui te fait le plus apprendre en fait. C'est ce qui te fait le plus apprendre, c'est le meilleur. La meilleure chose, c'est ça. c'est là que tu peux te permettre de tenter des choses. Ok. Tu Voilà, comprends? exactement. Alors que quand tu fais un sparring lourd, c'est plus pour appliquer les choses que tu sais déjà faire. Ok. Alors qu'un sparring léger, tu peux essayer avec moins de conséquences. Exactement. Ça veut dire maintenant, si j'ai tenté une nouvelle technique que j'avais apprise ou quoi, bah si je la loupe et que le gars il me punit, Ah. c'est pas la catastrophe Quoi quoi. dramatique. Voilà. Alors qu'un sparring lourd, si tu prends un mauvais coup parce que t'as tenté une connerie, bah, tu peux limite tomber KO, tu vois. Ok. Je Donc, vois. donc voilà, j'ai appris les sparring légers, ça m'a permis d'adapter mon jeu, de progresser et améliorer mon striking surtout. Et aussi, Eddie Carda, c'est un super club de grappling aussi. Très bien. Ouais. Donc encore sur un truc que toi C'est tu ça. kiffes bien. C'est ça. Et du coup, ça a continué le fait que je sois un combattant complet. Et on a continué à progresser et faire ce fameux combat au 100% fight. Lui-même, il est devenu très didactique, hein, parce qu'encore une fois, hein, quand j'ai tourné dans la cage avec lui, j'ai donné mon coup en premier. Il m'a mis un petit truc léger, il a dit non, donne pas le coup comme ça parce que je vais te mettre une guillotine. Tu vas Exactement. voir. De bons conseils, de bons conseils. Et en parlant des combats, c'était important pour toi de pouvoir combattre en France ou commencer à pouvoir combattre en France? Bah, c'était fou parce qu'à l'époque, quand j'ai combattu du coup au 100% fight, c'était pas du MMA encore. D'accord. Oui, c'est vrai que j'ai vu, vous étiez sur un ring carré. Ouais, c'était un ring carré, c'était du pancrace parce Ouais. qu'en fait, Ah, le le MMA pancrace, ça n'existait ouais. pas. C'était pas encore légalisé. Ouais, ouais. c'est ça. Du coup, ils ont trouvé une petite Pancras, pour ceux qui savent pas c'est quoi, c'est du MMA sans frappe au sol. Voilà, ni plus ni moins, c'est ça. Voilà. alternative. C'était du coup du pancrace. On n'avait pas le droit au ground and pound. C'était du coup les coups au sol, tu vois, c'était interdit. C'était on boxait debout et une fois que la personne elle est au sol, il fallait lui mettre une soumission si Ok. tu veux gagner. Ou prendre des positions et dominer comme ça quoi. Donc j'ai fait mon combat contre un mec qui s'appelait Onfel Makumbu. Oui. Donc je remporte la victoire à la décision unanime. Et voilà, premier combat en France, on était content. J'avais même noté un TKO, le combat d'après contre Attila Koba. Koba, désolé si je prononce pas bien. À quel point c'était plus sérieux peut-être par rapport à ce que tu as connu jusqu'ici? C'était dans la lignée ou c'était pas spécialement... Tu veux ou dire c'était le plus combat dur? contre Attila? Les deux, ouais, on va dire ceux au 100% fight. Est-ce qu'il y avait une hausse de niveau par rapport à ce que tu avais connu à HFC? Alors moi, de toute ma carrière, j'ai jamais senti une hausse de niveau par rapport au fait que je change d'organisation. D'accord, c'est intéressant ça. Ouais. En fait, la hausse de niveau, c'est simplement l'adversaire que tu prends. C'est-à-dire que si ton adversaire est meilleur, tu sentiras une différence de niveau. Mais c'est pas parce que tu combats dans une nouvelle organisation que le niveau il va être différent. Après, dans ce cas-là, l'organisation, elle peut avoir ses combattants meilleurs aussi. Exactement. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est en montant dans le classement des meilleures organisations que tu finis inévitablement par affronter vraiment les bons. Tu vois. Donc au 100% fight, j'ai pas vu de différence par rapport au HFC, Oui. mis à part le fait que du coup il n'y avait pas de ground and pound. Et d'ailleurs contre Attila, on avait de nouveau le droit parce que le MMA était légalisé en France. Entre l'un des deux. Entre-temps, ouais. Magnifique ça. Parce qu'il y a eu le Covid aussi entre temps, tu vois. Ouais, je sais, j'ai vu que ça t'avait rendu un peu inactif pendant quelques temps. C'est ça. Mais ce qui était bien aussi avec le Covid, je vais pas te mentir, c'est que j'ai grandi entre temps. Oh. Parce que du coup, quand j'ai fait le combat contre Onfel, mon premier combat au 100% fight, ça fait que j'avais un record de 4-0, ce qui est un bon score en pro, tu vois. Aujourd'hui, même des combattants. Il y a très peu de combattants qui ont 4-0 en France, en vrai de vrai. Tu Ah ouais. vois. On a battu les combattants pro, certains combattants pro qui montent, mais il y en a beaucoup qui ont des scores avec des 2-2, 3-1, 2-1. Ouais, on va dire des débuts de carrière moins fluides. Quoi. Exactement, c'est un bon début de carrière, 4-0, et j'avais que 18 ans encore. Et du coup, qui est le Covid, parce que moi je voulais encore enchaîner, parce qu'à l'époque je faisais des combats tous les 1 mois et demi, tu vois. Ah Vu ouais. que je voulais encore enchaîner, il y a eu le Covid qui m'a stoppé. Et c'est à ce moment-là que j'ai vu un peu tous les Français, tous les combattants français que je suivais, dire ouais, bah, du coup on peut pas s'entraîner, machin. Et je me disais, pourquoi ces mecs ils se cherchent des excuses pour pas s'entraîner, tu vois. Et c'est à ce moment-là que mon père il m'a dit nous on peut pas s'arrêter. On est allé dans le garage, on a Ah enlevé ouais, tout ce qu'il y avait dans le garage et on a déterminé. Hein. accroché un sac de frappe. Et du coup j'ai passé tout le confinement, toute la partie Covid où il n'y a pas de combat, à fracasser ce sac de frappe et améliorer mes jeux. Ça veut dire que je rentrais chez moi, je regardais vraiment les détails techniques sur chacun des coups et je les répétais des centaines de fois au sac jusqu'à avoir des coups qui deviennent vraiment propres. Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand tu regardes mon anglaise,
en MMA, Bon j'ai une anglaise. vraie anglaise Ouais. de la boxe anglaise. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et c'est très propre à voir. Et tout ça, c'est dû aux heures de travail que j'ai fait pendant ce temps-là, quoi. Donc toi, il n'y avait pas de confinement PlayStation, partie Bah, si, il a forcément, dû en vrai, geeker. c'est- Xbox. Oh, quand même. Bah, bien sûr, c'était le confinement, forcément, tu kiffais aussi, tu vois. Mais j'ai pas ralenti l'entraînement par rapport au fait qu'il y ait le confinement. Reparlant vite fait de ça, vu que c'était la période 2020, c'était aussi celle où tu as dit que tu étais en Tchétchénie pour t'entraîner. C'est ça. Ça s'est passé comment, justement, ce passage en Tchétchénie Bah, pour t'entraîner au tout début de ta carrière, justement? Je sais pas si tu te souviens, mais du coup, le Covid, il nous a tapé en début d'année 2020. Ouais, mars Donc, 2020. Ouais, mars 2020. C'est On a eu le 4 ans confinement, déjà. d'ailleurs, je crois, en mars ou Dinguerie, hein. avril. Ouais, c'est ça, 13 mars. Ouais. Du coup, ça a duré jusqu'à l'été. À l'été, on a eu un moment tranquille. Oui. Et après, de nouveau, en septembre, seconde vague, machin, Ouais, machin. seconde vague et tout. On a senti la seconde vague arriver. Mes parents, ils ont dit, on va en Tchétchénie, on va pouvoir s'entraîner là-bas. Magnifique. Ouais, Ah, du ils coup, ont on va anticipé. là-bas, on s'entraîne à fond. On passe un mois et demi à s'entraîner. En plus, je m'entraîne avec l'élite des combattants tchétchènes qui s'entraînent du coup, qui combattent au ACA. Mhm. Aujourd'hui, c'est une des plus grosses ligues de MMA au monde. Tu C'est quoi l'acronyme ACA? vois. Ahmat quelque chose, je crois. Ok. C'est un truc tchétchène d'ailleurs. Très bien. Et dans l'est du monde, le ACA, c'est vraiment très connu. Tu vois. Ok, très bien. Donc Moi, je vraiment- connaissais pas du tout, tu vois. C'est vraiment des excellents combattants qui sont là-bas. Et du coup, Je je crois m'entraîne que avec c'est- ces mecs. Qu'on me reprenne, c'est pas le truc du président tchétchène. Parce qu'il a pas ouvert un truc, lui, un club ou je sais pas, qu'on me reprenne. Mais il me semble que c'est le club du président tchétchène. On tournait en sparring, du coup on retrouve les sparring que j'avais à l'ancienne à Offenbourg. Les sparring lourds, tu vois, ils connaissent Ah ouais, pas. là, les sparring légers, c'était Ouais, mis en pause. On s'était mis en pause, ouais. Du coup, on peut mettre un peu en application ce que j'ai appris chez Eddie. J'ai aussi appris pas mal de choses là-bas sur les trucs de lutte. Des trucs qu'en France, malheureusement, on connaît pas trop. Ok. Comme le fait d'utiliser la cage. Tu vois, ça, c'était un peu mon arc, utiliser la cage. Genre, avant, je savais pas comment on utilise la cage. Et quand tu dis utiliser la cage, c'est pour mettre le gars, je sais pas, dos à la cage, ou alors l'utiliser pour rebloquer le gars. J'essaye de C'est ça. comprendre un peu. On utilise la cage pour rebloquer le gars, on utilise la cage pour se relever, on utilise la cage pour gagner du temps, pour Ok. fatiguer l'adversaire. Il y a énormément de raisons d'utiliser la cage. Et tous ces trucs-là, je les ai appris là-bas. Et après, bien sûr, en un mois, tu n'apprends pas 10 000 trucs, mais le fait d'arriver en France après et pouvoir les mettre en application sur des gars un peu moins bons, sur les phases de lutte, Ça Ça te laisse le temps de C'est ça. creuser le dessus. on parce va que dire. du coup, en Tchétchénie, j'apprenais, mais Ça lui j'arrivais a pas à le été refaire, utile, tu vois, quoi. parce qu'ils étaient vraiment bons en lutte. Et après, le fait de le refaire en France et tout, ça m'a grave aidé. Ouais, y a quelqu'un qui me dit dans le chat, Petroyan vient de l'ACA. Exactement, il était Ah, champion. d'accord, là-bas. ok. Et bah, comme quoi, le niveau de la ligue, fort. Mm. Et justement, sur ce passage-là, ça me permet d'embrayer sur un autre sujet ça va être un petit saut dans le temps, mais tu as aussi tourné, on le sait, avec Khamzat. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose qui t'a aussi beaucoup aidé? Est-ce qu'il t'a appris des choses? Ça s'est passé comment, justement? Parce qu'on sait que tu as fait partie de son camp de préparation pour le combat face à Costa, même si ça n'a pas été face à Costa. Ouais, c'est ça. Bah, du coup, c'était après mon combat de juin à l'ARES, mon 4e combat à l'ARES. Donc, je vais à Dubaï pour m'entraîner avec Khamzat. Et franchement, c'était cool. Ça m'a permis de voir un peu comment se passe un camp d'entraînement pour le niveau mondial, tout simplement, hein. Ok. Donc, déjà, je vois un peu à quel point c'est organisé. Je vois à quel point un entourage se met à fond pour une seule personne. Donc là, les sparring partners, ils n'étaient pas là pour s'entraîner eux. Tu vois, par exemple, comme moi, aujourd'hui, je prépare un combat. Je prépare. Bon, aujourd'hui, c'est un petit peu différent. Mais genre, par exemple, il y a un an, quand je préparais mes combats, ben, je préparais mes combats avec des mecs qui en profitaient pour s'entraîner avec moi. Ouais. Ça veut dire que c'était des sparring où on échangeait. Mais là, on était littéralement dans un objectif commun. Ça Ok. veut dire que j'allais pas à Dubaï pour m'entraîner et progresser. Non. J'allais à Dubaï pour que Khamzat gagne son combat. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas pareil. Ouais, c'est pas pareil. Et ça m'a permis un peu de voir comment du coup les mecs là-bas ils s'entraînent au haut niveau. Je pense que Khamzat c'est encore un cran au-dessus par rapport aux autres combattants du haut niveau. Ok. Mais du coup ouais, j'ai pu voir directement le meilleur niveau qui existe. Khamzat, j'ai vu aussi qu'il a une lutte de fou furieux. Ça veut dire que même quand j'étais allé en Tchétchénie, j'avais pas vu des luttes comme ça. Donc on a encore appris des trucs. Et forcément, il y a un truc, tu apprends beaucoup de choses. Logique. Euh, De l'expérience. L'expérience, la confiance aussi. Quand tu tournes avec des mecs comme ça et que tu t'en sors très bien, bah au final, tu te dis qu'affronter des mecs Un lambda. ici en Europe, c'est C'est simple, de tu vois. l'eau. Et ouais, ça m'a beaucoup apporté ce camp d'entraînement. Mais comment t'en es arrivé justement à le rencontrer comme ça? Vous aviez déjà des contacts auparavant? Ça a été facilité par quelque chose? Nous, les Tchétchènes, dans le suivait sur monde, les on est réseaux, non environ 1 500 000. On est environ 1 500 000, ça veut dire qu'on n'est pas beaucoup. Ok. Tu rajoutes le fait que des combattants pros,
ben, il y en a pas énormément non Ah, plus. c'est vrai que ça fait de. Ça fait une petite fourchette, tu vois. Ouais. Donc forcément, on se donne la fort de ouf. D'ailleurs, nous, les Tchétchènes, on s'affronte même pas entre nous. Donc, Khamzat, il avait vu que j'avais combattu à l'Ares, mon deuxième combat à l'Ares, contre Bobby Palette. Yes. Et après, j'ai vu Khamzat Chimaev vous suit sur Instagram. Et T'étais content, hein. Ouais, j'étais content. Ça se de voit ouf. le sourire que Ouais. toi, t'étais heureux. Et après, il m'écrit, il me dit ouais, félicitations. Après, il me donnait la fort après chaque combat et tout. Et du coup, après mon quatrième combat à l'Ares, il m'a dit si tu veux venir, ce serait bien et tout. On pourra se préparer ensemble. Et c'est comme ça qu'on s'est capté, quoi. En parlant de ça, justement, de l'ARES, dans quelle mesure, genre, justement, le passage du 100% fight à l'ARES a été justement facilité par tes victoires là-bas? Genre, c'est eux qui sont venus à toi, ça s'est passé comment? Alors, j'avais fait un combat contre Attila Kobas. Attila Kobas, il était un petit peu connu sur Twitter. Bon, pas énormément non plus, tu vois. Mais c'était un combattant un petit peu connu. Donc le Ouais. combat, il avait une vraie hype. En plus, c'était Attila, tu sais, il a un vrai prénom de guerrier. Contre Boy Sangour, le mec, il a aussi un prénom de guerrier. Et je me rappelle que sur Twitter, ça avait fait un petit peu de bruit ce combat. Les gens, ils avaient hâte. Et du coup, d'ailleurs, c'était aussi le moment où le MMA revenait. Parce que du coup, les gens, ils avaient arrêté de regarder parce qu'il y avait le Covid. Et c'est la première fois qu'on commençait à avoir des événements de vrai MMA en France. Et donc le combat, il était un petit peu hypé. J'ai gagné ce combat. Et du coup, j'ai pris un petit peu en notoriété aussi. Et après le Ares, j'étais allé m'entraîner à Paris. J'ai pu un petit peu tourner au Factory. Et du coup, Fernand, il m'a donné un contrat pour Ares. Ouais, c'est eux qui sont venus vers toi. Ouais, ils sont venus vers moi. Ouais. Et justement, au moment où tu signes là-bas, tu te dis c'est la suite logique d'une carrière, c'est une opportunité. Tu signes pour combien de combats, par exemple? Alors ouais, j'avais signé. C'était une opportunité parce que c'était la plus grosse organisation en France, tu vois. C'était tout nouveau et tout. En plus, les gens, ils en parlaient en bien parce ils ont pu assister. Et tu sais, en France, on n'a jamais eu de vrai événement à l'américaine un peu. Et le Ares, c'était les premiers. Donc, c'était franchement un plaisir de combattre là-bas. Donc, j'ai fait 4 combats au total là-bas. Ouais, c'est ce que j'avais noté. Ouais, et voilà, super expérience. Dans quel état d'esprit tu te sens quand tu arrives pour ton premier combat là-bas contre Michael Sardi? Parce que par exemple, je l'ai regardé pour préparer l'émission et c'était pas un combat hyper simple, je trouve, pour démarrer là-bas. Bah, Marie Sardi, c'était un combattant qui avait 3-1. Tu vois, 3-1, c'est un bon score. Et c'était aussi un mec, bon, pas beaucoup de gens le connaissent, mais c'est un mec qui a fait beaucoup de pieds-points, une dizaine d'années. Et il était réputé pour frapper très fort, tu vois. Ok. Donc moi, je suis arrivé avec un style de combat très mobile. Je bougeais beaucoup. Et au moment où lui, il commençait à s'impatienter pour boxer et pour enclencher, bah, je le luttais. Je l'emmenais au sol. Donc je l'emmenais au sol et après je le fatiguais encore au sol. Et quand on se relevait, je le retouchais beaucoup avec mon bras avant. Et j'ai gagné le combat à la décision sans prendre de risque parce que j'étais vraiment dans l'optique où je voulais pas prendre de risque dans ma carrière. Je voulais gagner toujours de manière dominante, Ok. ça c'est vrai. Mais je voulais pas prendre de risque. Ah, c'est intéressant ce que tu dis. Ouais. Ça. C'est vrai que les 3 premiers combats, au final, se ressemblent. C'est 3 victoires à la décision. C'est ça, c'est ça. Je prenais vraiment très peu de risques. Je gagnais mes combats pour être sûr de gagner, tout simplement. Et voilà. Tu montes au fur et à mesure étant très actif dans la ligue. Tu as remporté 3 premiers combats, c'est ce qu'on vient de dire. Est-ce que c'était l'année de la confirmation pour toi, 2022? Ouais, je pense que c'était l'année de la confirmation pour moi, mais aussi pour la France. C'est aussi le moment où j'ai commencé à devenir un petit peu connu, on va dire, dans le monde du MMA. Parce que 2022, c'est aussi l'année où le MMA prend une certaine dimension en France. Tu as plein de médias qui commencent à en parler. C'est vrai. T'avais toute l'agitation autour, par exemple, d'un Cyril Gane. Tu as notamment la sueur qui commence à s'intéresser à toi. Comment tu vis, toi, cette exposition? Bah, ça faisait bizarre parce que du coup, c'était les premières interviews que je faisais. C'était les premières fois que du coup, on me mettait une caméra devant moi. Ouais. Et ça faisait un petit peu bizarre, mais c'était aussi quelque chose auquel je m'attendais. Parce que moi, j'ai toujours été sûr que j'allais réussir dans ce sport. Et forcément, bon, je savais pas que ça allait arriver direct pour 2022, pour Ares et tout. Mais ça faisait plaisir aussi. On commençait à avoir de la reconnaissance pour un travail qu'on faisait beaucoup dans l'ombre. Et tu le sens, ce côté jeune qui monte, quelqu'un avec du potentiel, peut-être encore quelques défauts à gommer et tout, machin. Genre, qu'est-ce qu'on a dans la tête quand on s'inscrit sur ça? Est-ce que ça donne encore envie d'essayer de progresser? Est-ce qu'à des moments, ça fait qu'on se pose un peu, qu'on gagne en confiance? Bah, je sais pas comment ça se passe de manière générale, mais pour moi, cette petite image de jeune crack qui est en train de monter, ça me donnait vraiment l'envie de donner encore plus. D'accord. Comme si j'avais maintenant des gens qui comptaient sur moi pour réussir. Et forcément, ça fait du poids en plus sur le pourquoi tu veux réussir, tu vois. Je comprends. Et au niveau environnement familial, comment ça se passait pour gérer tout ça?
Ben là, c'est aussi le moment où du coup mes grands frères ils se sont mis sérieusement Sur ses à, côtes. à gérer la carrière, tu vois, sur les parties médias, sur la partie où il fallait contacter les sponsors, etc. Et ouais, c'était le moment où Baki, l'entreprise Baki se construisait, quoi. J'aime bien le principe d'entreprise Baki, tu vois, d'être Bah, à bah plusieurs ouais, pour forger un C'est truc. ça. En fait, Baki, c'est une entreprise et moi, je suis le bagarreur de l'entreprise, tu vois. T'es Après, l'asset principal et t'es entouré par plein de gens. Exactement. Et là, à l'heure actuelle, ça se passe comment, par exemple? Bah là, actuellement, c'est toujours ça. C'est juste que maintenant, on a des rôles vraiment beaucoup plus définis. Donc, on a vraiment. Chaque frère, il a son rôle. Et moi, on essaie de m'enlever le plus de trucs des épaules pour que je sois vraiment concentré, comme au début, à l'époque où j'avais aucune responsabilité, sur comment devenir plus fort, tout simplement. Selon toi, et je sais que c'est une question qui revient souvent, donc je m'étais dit que c'était intéressant de te la poser, qu'est-ce qui a permis à la discipline de devenir ce qu'elle est devenue maintenant? Beaucoup vont parler par exemple de visage, de Cyril Gann, de BSD, d'un Doumbé ou de toi maintenant. Comment t'expliques cette croissance du MMA en France et comment tu te places vis-à-vis de ça? Ah, c'est la légalisation. Déjà, je pense le fait que c'était pas légal et que ça Bah soit oui. devenu légal, c'est C'est ça. forcément ça apporte déjà de la hype au truc. C'est déjà les gens ils disent mais pourquoi c'était interdit déjà. Aussi le fait que ce soit du combat. Le combat c'est quelque chose qui depuis le début de l'humanité les gens ils sont fascinés par le combat. Tu vois dans la Rome antique ils avaient des gladiateurs qui se battaient Oui. et en fait les gens même qui ont rien à voir quand ils voient deux personnes se battre ils viennent regarder. Même Ouais, c'est dans les vrai, cours hein. de récré à l'époque je pense tu t'en rappelles. Oui, Quand il y ça avait- avait un côté fascinant, on va pas se mentir. quand il y avait une bagarre, même les gens qui avaient rien à voir, et la petite fille qui travaillait super bien à l'école, elle venait regarder la bagarre parce que c'est quelque chose qui intéresse. Donc déjà ce truc-là, ça a apporté énormément de hype autour de ce sport et forcément du coup les visages aussi. Si tu regardes en vrai les combattants sur les réseaux sociaux, ils sont grave présents. C'est vrai. Les mecs ils se cherchent, ils s'envoient des pics et en plus ils sont drôles. Genre c'est pas éclaté ce qu'ils font, tu vois. C'est vraiment drôle, c'est des trucs que limite des mecs des réseaux, ils pourraient faire quoi. C'est vrai. Moi, je l'ai même pas cité, alors que pour moi, c'est l'un des ceux qui a commencé Doumbé. à me connecter à la pratique, c'était Morgan, tu vois. Ah, Mm. mon gars. Avec très vite en 2019, en 2020, tu vois, des suivis de ce qu'il faisait, de sa Ouais, de carrière. Et après, derrière, ça a pris le relais avec d'autres, tu vois. Mais ça, De c'était ouf. quelque chose qui Bah c'est vrai a que connecté beaucoup de gens, tu vois. C'est vrai que Morgan, c'était un peu un mec qui arrivait et qui a dit regardez comment faut faire. Parce qu'à l'époque, il y avait les Français déjà, ils faisaient combat. Et puis, quand il n'y avait pas de combat, c'était des gens C'était normaux. rompiche, ouais. Ouais, c'est ça. Morgan, il est arrivé, il a montré que non, faut réussir à entretenir de la hype. C'est aussi ce qui fait que tu peux vivre de ton sport. Et qu'il a aussi montré que c'était possible, tu vois. Je pense que c'était le premier à vraiment vivre du MMA. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Et moi, je me rappelle de cette époque. C'était le moment où il faisait les trucs perte de poids avec Kameto et tout. Exactement. Ouais, Je te rappelle, ouais. Plus jamais gros. Et puis après, Plus lui, il jamais faisait aussi gros, des ouais. vlogs. Tu sais que moi, Morgan, je le suivais quand il avait 6000, 5000 déjà sur Twitter. Ah ouais, t'étais. Ouais, j'étais un ancien, moi. T'étais un des premiers. Ouais, de ouf. Tu suivais ce qu'il faisait. Je regardais sa chaîne YouTube où je me rappelle, il faisait des tutos. Comment devenir pro. Il faisait des tutos. Comment progresser dans le MMA. Qui aller voir pour faire ses premiers combats pro. Tu sais, c'était des vrais tutos Et comme. ça t'a vraiment aidé? Ah, vraiment, ça m'a aidé. Ah bah, tu vois. Ouais. C'était vraiment le premier mec qui faisait des tutos comme sur un jeu vidéo. Comment faire si tu vas voir ce personnage, ce PNJ pour qu'il te donne la quête et tout. Il te faisait des trucs comme ça, mais dans le MMA, tu vois. Magnifique. Incroyable. C'est beau de voir que ça a finalement aidé quelqu'un Ouais, vraiment. concrètement, tu Ouais, vois. vraiment. Et tu t'as pu lui en parler de ça? Ah non, j'ai jamais eu l'occasion. Ah ouais? Ouais, j'ai jamais eu l'occasion. Après, moi et Morgan, on se suit. Mais j'ai jamais. Bah après, je l'ai jamais vu dans la vraie vie, je crois. Mhm. Je l'ai vu une fois peut-être. C'est Bah tout. écoute, Morgan, si jamais tu vois ça passer, Force à toi, Morgan. voilà, il y a quelqu'un qui te rend hommage. Je vois casser Baki dans le chat, ça me fait ça me régale ça. En 2023, tu vis une année, peut-être que je décrirais, tu me dis si t'es d'accord, peut-être un peu plus contrastée. L'organisation t'offre la chance d'affronter Efrain Escudero, un ancien de l'UFC. Alors moi, j'ai pas compris tout le truc. J'ai vu que c'était pour une ceinture à la base. Au final, le combat, il a lieu, mais au final, il n'y a pas de titre en jeu. C'est sur un autre poids. Ça s'est passé comment, justement, ce combat face à un ancien de l'UFC? Parce que c'était quelqu'un qui avait une grosse expérience. Ouais. Et comment tu l'as abordé? Bah alors, on m'a donné. De base, je devais pas combattre sur la carte de juin. Donc, on était en avril, fin avril. Et donc, on est déjà à moins de 2 mois du combat. Normalement, un combat pour le préparer, juste pour atteindre le poids, Désolé. il faut 2 mois, tu vois. Mais ce qui était bien, c'est que j'étais pas très lourd. J'étais assez léger. Parce que voilà, j'étais en forme, je m'entraînais bien et tout. Et j'étais sur Paris d'ailleurs. Donc D'accord. je m'entraînais un petit peu au Factory. Et du coup, j'ai un message de la part d'Ares qui me disent que voilà, on aimerait bien te faire combattre sur la carte de juin.
est-ce que tu serais chaud, etc. Et ils m'ont donné d'abord un nom d'un vétéran UFC. Donc c'était pas Efrain Escudero, c'était un autre mec. Ok. Un mec qui était super fort d'ailleurs, il avait perdu très récemment. Donc c'était il y a même pas si longtemps contre Shafkat. Tu vois. C'était qui? Je sais plus son nom. C'était un Brésilien avec un nom compliqué. Quoi, je vais regarder vite fait. Ouais. tu me dis. Donc un mec ultra balèze, je crois il a été sorti de l'UFC pour dopage. Tu vois. Contrat de 4 combats. Si je fais 3 victoires, le quatrième, je veux que ce soit pour la ceinture. C'est ce qu'on avait convenu avec les dirigeants d'Ares. En soi, c'est vrai que ça faisait un peu monter en puissance. C'est un petit peu logique, tu vois. Et ils me disent oui, pas de souci. Parce que surtout qu'il n'y avait pas énormément de concurrence non plus à l'Ares, tu vois. C'est pas comme s'il y avait déjà un top 10 bien installé. Où il faut Oh, 4, 5 combats exactement. pour assister, C'est enfin ça. pour accéder à un title shot. C'est ça. Tu vois, à l'UFC encore, si tu me dis qu'il en faut 8, 9, ok. Mais à l'Ares, tu vois, c'est nouveau et tout. Donc voilà, je dis, je veux 3 combats. Et le quatrième, que ce soit pour la ceinture. Pas de souci, machin. Et d'ailleurs, quand j'ai demandé à ce que ce soit pour la ceinture avec ce mec, ils m'ont dit oui. Ils m'ont dit oui. Est-ce que c'était Michel Prazeres? Ouais, c'était lui. Ah, bah bien non, c'est joué, pas de lui bien que joué. je parlais. Allez, checker, C'est on pas va lui. dire. T'as retrouvé. Du coup, c'était ce mec-là. Mais ce mec-là, il a dit qu'il veut pas combattre. Il a dit que pour être prêt, il a besoin de le faire en octobre, le combat. Très bien. Donc, Donc, c'est quand même largement du temps. Ouais. Donc finalement, la RES, ils ont décidé de dire ok, bon, on va trouver quelqu'un d'autre. Vous m'avez donné la nouvelle que je vais combattre. Je vous ai dit oui. Vous m'avez hypé pour la ceinture. Maintenant, vous allez pas me dire non, tu combats pas pour la ceinture. Donc ils m'ont dit ok, on va te faire quand même combattre pour la ceinture. Donc d'abord, ils me disent on va te faire combattre pour la ceinture intérimaire. Parce Ok. qu'à l'époque, Abdul, il avait encore la ceinture, tu vois. Tu voulais le titre d'Abdul? Abdul, il était bien posé et il avait encore la ceinture. Mais Abdul, il avait annoncé je crois c'était déjà annoncé qu'il partait au PFL. Donc, normalement, la ceinture était libre, mais je sais pas pourquoi. C'était un peu bizarre, mais en gros, il voulait que je combatte pour la ceinture intérimaire. Tu vois. Ok. Donc, je dis, ok, vas-y, ça me va, tant qu'il y a une ceinture et tout. Contre un mec. Donc, ils sortent l'annonce sur Twitter. Et les mecs sur Twitter, ils disent, non, encore un plombier. Tu vois. Et le mec, il avait, je crois, 8-0. C'était un mec d'Amérique latine, tu vois. Mais bon, après, je te mens pas, là, pour le coup, il y avait vraiment no match. Genre, il avait 8-0, mais je pense qu'il allait vraiment se faire manger, tu vois. Et les gens, ils l'avaient très vite remarqué. Le fameux encore un plombier. Ouais, le fameux encore un plombier, tu vois. Et bon, là, pour la première fois, les mecs, ils avaient vraiment pas tort. Parce que là, le mec, il était vraiment. Il allait se faire défoncer, je te le garantis, tu vois. Au bout d'un moment, l'ARES, ils en ont marre. Et je vois un tweet qui sort sans me prévenir rien. Je vois un tweet qui sort. Ouais, si vous vous sentez chaud d'affronter Baki, envoyez un mail à l'ARES. L'ARES eux-mêmes ils publient ça. Et là je me dis mais qu'est-ce qui se passe Ouais, c'est KFC, c'est chez Ibra TV ou c'est comment? J'appelle Fernand et tout. Il me dit non, c'est vraiment juste pour que les gens ils arrêtent de dire plombier et tout. Mais le combat il est maintenu. Ah, d'accord. Et il m'a dit mais on va essayer de chercher quand même mieux et tout parce que là les gens ils sont pas hypés. Enfin ils sont hypés mais tu vois ils sont déjà sûrs que tu vas gagner alors que le combat il est même pas fait. C'est-à-dire Ouais, ça prend pas, on va dire. c'est ça. Et il y a pas pire comme sensation que de se dire les gens ils disent déjà que t'as gagné alors que t'as même pas encore fait le taf. Ça veut dire imagine juste tu gagnes pas. T'es Ou alors- tellement attendu au tournant que C'est ça te ça. fout une Ou pression alors de juste zinzin. imagine tu gagnes mais de manière difficile. Déjà juste à cause de ça, tu vois. Donc au final, ils ont réussi à trouver un autre mec encore, Efrain Escudero. Donc à ce moment-là, il m'envoie un mec sur WhatsApp qui a un score de 36 victoires avec 15 défaites. Donc en vrai, c'est propre, mais 50 combats quand même. ouais, 50 combats, donc il y a de l'expérience, tu vois. Je vois sur le Sherdog, donc Sherdog c'est le truc qui répertorie les combats. Je vois sur les Sherdog, je vois des Charles Oliveira, je vois des combattants à l'UFC que je connais, tu vois. Donc je vois que le mec il a affronté des gros noms. Et alors je regarde un peu le combat qu'il a fait à l'UFC contre Charles Oliveira. Je vois qu'en plus c'était une guerre qu'il a fait avec Charles Oliveira, tu vois, ils ont fait vraiment un beau combat. Et donc j'ai dit oui et tout. Et alors le combat il se fait. Et en fait le mec, ses derniers combats en fait, il avait pris du poids en fait. Parce qu'en fait à la base ce mec c'est un 70 kilos. Ok. Mais parce qu'il a pris du poids, Il allait affronter en 77. exactement. Sauf que du coup on fait un combat pour la ceinture, tu vois. Donc le combat il est fait pour la ceinture. En plus ils ont enlevé le truc intérimaire. Ils m'ont dit non, on te remet la vraie ceinture du coup. Je suis hypé de ouf. Je me dis vas-y, combattant vétéran UFC. Premier titre Premier en titre. ligne de mire. Ouais. Vrai Exactement, client, parce que le même au premier vrai 100% client, fight au quoi. HFC, j'ai pas pris de titre, tu vois. Donc je me dis vas-y, petite ceinture, tout, on va être bien avant l'été. Et Efrain Escudero, il dit à l'ARES qu'il pourra pas faire 77 kilos. Il dit que voilà, si vous voulez que le combat se fasse, il a dit moi je suis pas là pour me taper la honte à la pesée. Si vous voulez que le combat se fasse, c'est simple, mettez-le à 81. Moi je dis bah vas-y, pas de souci, moi ça me fait moins de poids à perdre, tu vois. C'est un peu moins chiant pour la prépa, Ouais, mais par contre pour le titre. J'ai dit oh non, mais en vrai j'étais bien, tu vois.
Et ils me disent, par contre, du coup, il n'y a pas la ceinture. Et là, ça m'a dégoûté. Ça m'a un peu saoulé. Mais vu que c'était toutes ces annonces très rapidement, genre en 2 jours, on a eu toutes ces nouvelles. Bah, en vrai, ça faisait déjà des va-et-vient émotionnellement depuis un petit moment. Donc en vrai, je m'en foutais, tu vois. Donc j'ai dit, vas-y, tu sais quoi, tant pis, c'est pas pour la ceinture. Au moins, c'est un gros nom. Je prends le combat et au final, performance grave facile. C'est ce que j'allais dire, il s'est Le bien mec- passé le combat, ouais. tu lui as roulé dessus. Ouais, j'ai été méfiant quand même parce que le mec 50 combats, tu vois, j'ai pas voulu faire des trucs. D'ailleurs, c'est pour ça que quand je lui mettais des balayettes, j'allais pas sur lui. C'est-à-dire, je lui mettais une balayette, je lui disais vas-y, relève-toi. Et je lui remettais encore une balayette. Et je disais vas-y, relève-toi encore. Parce que si je te viens dessus, ça. Traquenard. Je me suis dit, tu vois, un gars qui a 50 combats, suffit qu'il a une technique bizarre et c'est dangereux, tu vois. Donc, j'ai pas pris de risque, mais voilà, j'ai gagné ce combat vraiment facilement. C'était un combat facile. Et Dis-moi si je ouais. me trompe, mais c'est un des combats, je crois, qui a le plus impressionné. Enfin, en tout cas, depuis le début de ta carrière, j'ai l'impression que c'est celui qui a eu un gros effet auprès du public. Même là, dans le chat, ils en parlent. Bah, c'est vrai que les gens, ils ont vu aussi qui est Baki sur ce combat, tu vois. Mais je pense pas que c'est celui qui a le plus impressionné. Je pense que c'était Maris Hardy qui avait le plus impressionné. C'est vrai que c'est une Marie Sardi, Parce qu'en c'était fait, l'opening, tu vois. C'était l'opening et surtout avant Maris Hardy, les gens ils savaient même pas que je sais boxer. Genre ils se disaient c'est juste un gars qui fait du judo, qui emmène au sol et qui tape au sol. Ok. Et du coup là on a vraiment vu un mec qui a une science de la boxe contre Maris Hardy qui envoie des front kicks pleine tête, qui envoie des jabs, qui fait des déplacements, des esquives à la Canelo. J'avais oublié Donc, le front kick. Ouais. les mecs ils ont vraiment kiffé ce combat. Je me rappelle que sur Twitter ça avait fait du bruit, tu vois. Bah là, ils en parlent aussi. Hein. Il y en a un, il m'a dit ouais, non, c'est Marie Sardi, c'est là, j'ai compris et tout. Ils sont plusieurs à le Ouais, dire ouais. dans le chat. Ok, trop Ça fait plaisir les gars, merci beaucoup. Ah oui, tu vois, on a des gens qui suivent hein, Ouais, ici, hein, ici, ici. de vrais ultras. De On vrais fait ça pour ultras. vous les refs. C'est fabuleux cette vie. Alhamdoulilah. Un autre combat pour le titre vacant des 77 kilos est du coup organisé contre Félix Klinkhammer, je crois, Ouais. qui est aussi invaincu, mais cette Ouais. fois c'est toi qui rate justement la pesée d'un kilo. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, ce qui s'est passé, c'est que du coup, j'étais pour le camp de Khamzat à Dubaï. Pendant que je suis en train de préparer, en train d'aider Khamzat dans sa préparation, j'ai une annonce. Donc, on me dit voilà, est-ce que tu serais chaud pour le 17 novembre, Félix Klinkhammer? J'ai dit ouais, je suis chaud parce que Félix Klinkhammer, c'est un gros client. Et c'était un client qui devait entrer à l'UFC. Donc, il devait faire les Dana White Contenders. Il devait rentrer à l'UFC. Donc, le fait de le battre, tout de suite, ça montre à l'UFC que vous vouliez prendre un mec. Bah, regardez, moi, j'ai battu ce mec. Donc, encore Ah mieux, ouais. vous allez me prendre moi, tu vois. Donc, j'ai tout de suite dit oui. Et en plus, c'était un combat où lui, il avait 9-0. Et moi, j'avais 8. Non, Sept. ouais, lui, il avait. Non, il avait 9-0. Et Non, moi, lui, il j'avais était à 8-0. 8-0, ouais. Donc, C'était juste combat, avant Cédric. combat d'invaincu. Le mec, il est super fort au sol. Il a un style grave relou debout. Tout de suite, je me dis, ça déjà, c'est un combat qui va me permettre d'avoir une vraie expérience en termes de niveau. Donc, le mec, il est bon. Ouais. Et surtout, une confirmation de plus. Après, le seul truc un peu relou avec Félix Klinkhammer, c'est que c'était un gars trop discret. Ça veut dire que le combat, même si c'était un combat de ouf, il était pas hypé en vrai, tu vois. Ah ouais? Enfin, il était hypé parce que Baki était dessus, mais c'était pas un combat qui était hypé par rapport à ce que ça vaut, parce que c'est vraiment un combat de fou normalement, tu vois. D'accord. Genre lui, ses réseaux, c'était plutôt tranquille et tout. Ouais, il avait pas bah, vraiment il a moins d'abonnés que mon préparateur physique Nabil, tu vois. Sans dire, tu vois. Alors que c'est un combattant qui est invaincu. Donc, Ouais, effectivement, il manque peut-être un peu de reconnaissance en ce qu'il fait. c'est ça. C'est un petit peu dommage parce que pour moi, ça, c'était un combat de ouf. Et j'avais vraiment hâte de le faire. J'avais fait une de mes meilleures préparations pour ce combat. Et d'ailleurs, j'avais fait une préparation tellement bonne que du coup, je me suis trop concentré en fait sur l'entraînement Ok. plus que sur la perte de poids, même si j'ai quand même tout donné sur la perte de poids. Et en fait, le truc, je pense aussi, ce qui a joué, c'est le fait que je suis rentré un peu tard de Dubaï. Et du coup, j'ai pas eu le temps de beaucoup descendre sur la partie déficit calorique. Ouais. Donc, il me restait 7 kilos la veille à sortir. Ce qui est beaucoup, mais j'ai déjà sorti 5. Tu vois. Donc, je me dis, sachant que quand j'ai sorti 5, c'était dur, 7 kilos, mais c'est je n'étais pas à ma beaucoup, limite. Donc, je me dis, vas-y, 7, en vrai, je le fais. C'est beaucoup de Et je me ouf, suis hein. aussi dit, et si je réussis 7, c'est que vraiment, je sais que je suis capable de sortir 7, tu vois. Donc, on le fait, on attaque les bains chauds. C'est dur, on est là, on est déshydraté. Tout le processus se passe bien. On a déjà enlevé 4, 5, on enlève le 6ème, on est au bout de notre vie. On se dit, vas-y, encore 1 kilo. C'est dur, mais on essaye, tu vois. Et j'ai pas bu depuis je sais pas combien de temps. Et là, on voit qu'au bout de 2-3 heures de cutting, 100 grammes. Donc, 2-3 Y a heures de plus rien qui souffrance. sort, quoi. Douloureux. 2-3 heures de souffrance horrible, tu vois, où tu vis Pour l'enfer rien. pour sortir 100 grammes. Il n'y a plus rien qui sort. Normalement, en 2-3 heures, tu peux déjà sortir 3-4 kilos. 100 grammes.
Il nous reste 900 grammes à sortir. On retente, la balance, elle bouge même pas. Genre, 2 heures après, la balance, elle bouge même pas. T'avais atteint une sorte de limite dans le corps? Ouais, et à chaque fois qu'on fait un bain chaud, tu sais, on te repose sur le lit après pour te mettre les serviettes pour que tu transpires. On me pose sur le lit. Mais en fait, moi, je croyais qu'on m'avait posé par terre. En gros, carrément perte de. Ouais, t'étais dans les vapes. De on notion. était ça plus y là, est, tu vois. ouais. Et du coup, C'est au hyper bout d'un dangereux. moment, mon préparateur et mon coach Eddie, mon grand frère, ils ont dit là c'est trop, tu vois. Ils ont dit là c'est mort, on peut pas. Ils ont carrément dit même le combat on peut pas le faire en fait. Genre ils étaient trop inquiets par rapport au fait que mon cerveau était, parce qu'en fait quand ton cerveau il est déshydraté, tu peux pas combattre. Parce qu'en fait si tu prends un petit choc, même si c'était un truc qui devait rien te faire à la base, vu que ton cerveau est déshydraté, tu tombes KO. Donc juste à cause de ça, c'était déjà dangereux. Mais on s'est dit, vas-y, on le fait quand même. On le fait quand même. C'est un combat, tu vois, il vaut le coup et tout. Et on appelle, on leur dit, est-ce qu'il n'y a pas moyen de s'arranger avec l'adversaire pour 900 grammes? Si je dis pas de bêtises, tu me corriges pour ceux qui nous écoutent et qui connaissent pas forcément. Je crois que du coup, ça peut soit baisser un peu le cachet ou alors truc, mais des arrangements sont possibles. C'est ça. Donc, nous, à la base, on voulait quand même que ce soit pour la ceinture. Donc, on leur dit, vas-y, il n'y a pas moyen de garder la ceinture. Je lui donne 50% de ma prime, tu vois. Et donc, déjà, l'organisation, elle me fait comprendre tout de suite que déjà, tu as raté le poids, la ceinture, c'est foutu. Donc, dans tous les cas, on peut peut-être faire le combat si en face ils sont chauds, mais la ceinture sera plus en jeu pour toi en tout cas. Donc, on propose à Félix voilà, 50% de notre cachet, comme prévu, comme on fait d'habitude, tu vois. Et on lui propose aussi que si lui il gagne, il a la ceinture, mais que si moi je gagne, j'ai rien. Donc, Sévère quand même. ouais, c'est sévère, surtout que du coup, on s'est réhydraté entre temps. Il y a eu une vidéo où on se pèse, etc., qui a été montrée, je pense, à l'équipe à Félix, pour montrer qu'il n'y avait pas de conneries niveau poids, tu vois, pas qu'il y ait de feinte et tout. Et au final, je crois qu'il y a eu des trucs comme quoi Félix il disait non, moi je le crois pas, je crois pas qu'il a raté de 900 grammes. J'ai vu Baki, il faisait 90 kilos quand je l'ai vu. Oh le mytho. Donc, voilà. Après, ça se comprend, c'est un gars, il prend sa carrière très très au sérieux. Ouais, donc de son point de vue, De son point de- c'était. Il sait que le RS c'est géré par les mêmes gars que du Factory. Ouais. Donc, Ouais. Ah, il a il dit est Anguille sous méfiant, roche, il a quoi. raison d'être Ouais, ouais. méfiant. Et vraiment, il n'y a rien à dire sur lui. Il a fait tout ce qu'il fallait, il a fait le poids et tout. Donc là, c'était totalement de ma faute, tu vois. Un peu dégoûté au final. Un peu dégoûté parce que j'avais fait une préparation de zinzin. Mais ouais, c'était un peu la période. Première période un peu nulle depuis que j'ai commencé le MMA, quoi. Mais au final, est-ce que tu te dis pas après ce que tu as subi que le cutting, vas-y, des fois? Ouais, forcément, c'est le moment où je me suis dit vraiment, le mec Je qui vais a inventé monter le le cutting, KT. je le hais, quoi. C'est Tu pas sain au final. C'est pas sain et ça te permet de pas enchaîner les combats. Ça veut dire là, regarde, je viens de combattre il y a pas longtemps. Bah, le combat, il m'a pas blessé en soi. J'ai pas eu de blessure, Ce j'ai qui rien l'accusait, eu. c'est le cutting. Bah, Ouais. en vrai, je pourrais recombattre le lendemain. Mais vu que du coup, tu dois refaire une diète, refaire un cutting et tout, mais tu peux pas. Déjà parce que ton corps, après avoir fait un cutting, il a besoin de temps. Parce qu'il va stocker l'eau encore plus que d'habitude. D'ailleurs, c'est ce moment-là, souvent, on voit les combattants, ils ont des grosses joues, ils prennent du poids et tout. C'est parce qu'en fait, après le cutting, ton corps, il a tellement perdu de l'eau qu'il va stocker toute l'eau qu'il a. Ok. Il va dire, ok, putain, j'ai Vu que plus- je risque de me retrouver en Ouais, c'est S, ça, je comble. Je stocke, Subhanallah, je c'est stocke. un truc de dingue. Hein. Et c'est une période qui est longue. C'est aussi une période difficile parce que tu as développé des TCA aussi. Donc tout de suite se remettre dans une préparation, entraînement, diète et tout, c'est chaud, tu vois. Donc forcément, c'est pour ça qu'on voit que les combattants, en vrai, ils combattent 2 à 3 fois par an, quoi. C'est intéressant que tu parles des TCA, ces troubles du comportement alimentaire. C'est que du coup, vu que t'as mangé, pas mangé, puis d'un coup, t'as beaucoup mangé, à un moment beaucoup moins, est-ce que c'est vraiment un truc qui affecte? Ça affecte énormément. Les TCA, normalement, c'est quelque chose qui arrive aux gens qui se privent. C'est dû à de la frustration, tu vois. Et le truc, c'est que nous, les combattants, on se frustre, mais de ouf. C'est une diète draconienne qu'on tient. Et vu qu'on la tient parce qu'on a une raison de la tenir, parce que souvent, ce qui se passe, c'est qu'un mec normal qui fait une diète trop abusée, il va la tenir peut-être une semaine et demie, et vu que c'est trop dur, il arrête, et du coup, il remange. Ça fait des petits TCA. Tu vois, ça veut dire le mec, pendant une semaine, il s'est privé. Du coup, ça fait des petits TCA où le mec, il va abuser après, du coup, pendant 5 jours, il va se sentir coupable. Après, il va repartir sur une diète, Ok. etc. Ça, c'est des petits TCA. Mais nous, les combattants, vu on n'a pas le choix de tenir cette diète draconienne, on fait une diète de zinzin pendant 2 mois. Ça veut dire que les TCA que t'as après, c'est plus du tout les mêmes. Tu vois. Non. Ça veut dire que pendant un mois et demi, Tu ton te rapport bourres. avec la nourriture, il a totalement Ah, changé ouais. après le combat. C'est pour ça que tu vois des mecs qui reprennent trop de poids. Moi encore, ça va, tu vois. Mais il y en a, ils reprennent énormément. Hein.
Toi, tu serais pour si un jour le cutting c'était interdit d'une Oui. manière ou d'une autre, genre Voilà, ce serait le peser le jour meilleur, du ça. combat ou une connerie comme ça? Peser le jour du combat, je pense pas que c'est la solution. Parce que du coup, les mecs, ils vont cutter quand même et juste être moins en forme, tu vois. Mais ouais, je pense qu'il faut trouver une solution, clairement. C'est un truc de ouf, ça. On s'en rend pas compte à quel point c'est dur, Ouais. tu vois. Est-ce qu'au final, ça restera une déception pour toi de ne pas avoir pu avoir un titre à l'ARS? Non, parce que ça a jamais été un objectif en soi. Tu vois. D'accord. Ça a jamais été un objectif en soi. Ça a toujours été un petit détour que je fais, pas vraiment un petit détour, mais un petit truc que je pourrais récupérer sur la route. Mais ça a jamais été un objectif d'avoir la ceinture d'Ares ou d'avoir quelconque ceinture à part celle de l'UFC, quoi. Parce que fin 2023, c'est aussi l'occasion pour toi de battre un peu le fer sur les réseaux avec Cédric Doumbé. On va parler de votre combat. Mm. Mais selon toi, ça part d'où cette opposition? En vrai, ça part d'il y a très longtemps. À l'époque où j'ai fini mon combat contre Attila Kobas, il y a des mecs qui m'ont dit voilà, c'était le moment où Cédric il a fait son premier combat en MMA. Et ils m'ont dit voilà, est-ce que toi tu pourrais affronter Cédric en MMA? Cédric il était déjà connu à l'époque parce Bah qu'il oui. il était champion du Glory. Glory. Et il a et dit, tout, je le machin. prends facile. Moi j'ai dit bah en MMA il n'y a pas de souci, tu vois, je l'emmène au sol, c'est réglé. Et par après, carrément, il y a RMC qui ont relancé le truc en me posant les questions. Et c'est le moment où je dis la fameuse phrase ouais, moi Cédric, je le prends facile, tu vois. Par après, l'autre il a répondu parce que à l'époque il me répondait pas. Et moi d'ailleurs, j'avais jamais attaqué. C'était des gens qui attaquaient en disant est-ce que Baki tu prends? J'avais juste dit oui, tu vois. Mais là, du coup, il m'a répondu parce qu'on commençait aussi à être un peu plus connu avec RMC et tout ça. Bon. Et il avait fait une vidéo où il m'imitait avec les yeux, tout ça, et que ça avait fait rire les gens. Et ça s'intensifiait, tu vois, toujours Ok. un peu plus, toujours un peu plus. Les gens, ils avaient vraiment envie de ce combat. Moi, nous notre équipe, on n'a jamais décliné l'offre, on a toujours dit on est chaud. Bizarrement, chez eux, il y a toujours eu un problème, tu vois. Le combat, il s'est jamais fait, mais ça continuait à parler, à parler, à parler. Jusqu'au moment où on arrive dans un pic où Cédric Doumbé, il est à son prime après le KO qu'il a mis sur Jordan Zebo. Donc tout le monde, la France entière est du côté Doumbé, tu vois. Alors que tu vois, moi, les gens avant c'était 50-50 un peu. Après le KO contre Jordan, les gens ils étaient en mode 80-20, 90-10. Ah, c'était son pic de popularité. Ouais, c'est et ça. puis aussi parce que franchement, tout l'engouement qu'il avait réussi à créer autour de ce PFL-là, Mm. le combat, Il se passe comme l'avant-combat. il dit, tu vois, c'est une dinguerie. Dans la foulée, moi je rate la pesée. C'est-à-dire que moi je suis à mon pire moment, lui il est à Ouais. son meilleur moment. Le gars il essaie de me rabaisser. Les gens ils sont là, ils font les malins, machin, machin. Carrément, il y avait un moment où sur TikTok ça se foutait de moi, tu vois. Je voyais sur TikTok, ça faisait des TikTok en mode Baki va se prendre un KO, machin, machin. Et un jour, le combat Cédric Baki, il est annoncé. Ouf. Et voilà, on en arrive là aujourd'hui. Est-ce que de ton côté, ce que j'allais dire, t'étais directement chaud pour le combat ou il y a eu toute une réflexion, un calcul autour de cette opportunité? Mais en fait, de ce que tu me dis, c'est un truc qui en fait était dans les cartons entre guillemets depuis un moment. Bah, en gros, ce qui se passe, c'est que du coup, après avoir raté ma pesée, moi, mon père, il me dit, écoute, là, t'as enchaîné beaucoup de combats. Ouais. T'as enchaîné beaucoup de combats à l'arrêt. T'as fait 9 combats déjà. Il m'a dit, là, on va laisser un peu récupérer ton corps. Tu vois, le métabolisme, tu vois, tout ça, toutes ces diètes, tout. On va laisser un peu récupérer. Du coup, la pesée, elle était ratée en novembre, tu vois. Il m'a dit, là, le ramadan, il vient de finir il n'y a pas longtemps. Donc, fin avril. Il m'a dit, on va faire le ramadan tranquillement. Et tu reviendras combattre juste après le ramadan. Ouais, ça fait 6 mois de pause. plus ou moins. Exactement. Il me dit, comme ça, tu t'entraînes bien, tu progresses encore en niveau, et aussi, surtout, ton organisme, en termes de nourriture, tout ça, il se remet bien. Tu vois, les TCA, ils disparaissent, toutes ces conneries disparaissent, ton métabolisme, il est de nouveau d'attaque, parce que ton métabolisme, quand tu fais une diète, il baisse, tu vois. En gros, on voulait se remettre à neuf, tu vois, mettre une petite pause à la machine pour repartir de plus belle. C'est intéressant de faire ça en vrai à Ah, 22 ans. c'est- À ouais. 22 ans, c'est vrai que t'as encore le temps. Bah oui, c'est ça. Et donc, on décide de faire ça. Mon père, il en profite du coup pour. Parce que nous, on travaille sur une maison en Tchétchénie, tu vois, on fabrique notre maison. Mon père, il dit moi, je vais partir un petit peu en Tchétchénie, entraîne-toi bien ici. Mon père, il part en Tchétchénie, il travaille là-bas, il part. Il était parti pour un bon moment, tu vois. Et au bout de 2 semaines, après qu'il soit parti, moi, je suis posé au restaurant avec mon grand frère et tout. On était venu sur Paris pour une vidéo et tout. Je suis posé au restaurant et je reçois un appel de Fernand, celui qui gère ma carrière, Management Factory, tu vois. Ils me disent voilà, on a eu une proposition du PFL. Est-ce que tu serais chaud d'affronter Cédric Doumbé? Hmm. Alors, moi, directement, je dis encore heureux que je suis chaud. Pas d'hésitation. Je te jure, je lui dis je t'avais même pas besoin de m'appeler, tu vois. Et le gars, il me dit ok et tout. On se fixe d'abord. D'abord, il me dit un prix. Je dis non. Là, tu te fous de ma gueule et tout. Je dis non. Le combat, c'est un combat, il est beaucoup, beaucoup, beaucoup hypé. Ah ouais.
je leur ça en minimum. On leur a donné un minimum. Donc c'était 100 000, tu vois. On leur a donné le minimum. Fernand il m'a dit ah ça va être chaud quand même hein. Je lui ai dit t'inquiète. Wesh. Je lui ai dit le PFL tu vois. Ils ont les sous. Ils ont les sous. Bah oui. 2 jours plus tard le PFL ils disent ouais on est chaud. Voilà. A priori, pas hyper difficile à convaincre. C'est hein. difficile ouais. Donc 2 jours plus tard le PFL il est chaud et tout. Et du coup je dis Heureusement. Ouais, excusez-moi. Doumbé, lui il est chaud. Heureusement que c'est pas quelqu'un qui se laisse faire, il est bien entouré, Baki. Parce que là, à entendre Fernand Lopez, 100 000 euros, c'était mort. Donc je sais pas combien ils ont dû lui proposer, mais vu la réaction de Baki, ça devait pas être énorme. Donc heureusement, il est entouré et c'est pas quelqu'un qui se laisse faire. Parce que si c'était quelqu'un, voilà, il aurait dit oui, voilà, il aurait fait le combat contre Doumbé pour 30 000 euros. Regardez Zebo, je crois, il a touché combien 10 000 euros, je crois, contre Doumbé. Je sais même pas si c'était pas moins. C'est. Ouais, c'est heureusement qu'il se laisse pas faire, quoi. Et ils me disent quoi? Ils me disent on discute avec lui, mais normalement c'est bon. Ils me disent ça. Et alors moi je sens que le normalement c'est bon, il me fait peur. Je me dis et j'espère il nous sort pas un truc parce que tu sais ça fait déjà 1 an et quelques qu'on discute du combat et tout et s'il se fait pas c'est qu'il y a une raison. Et donc moi je me dis non si il a dit normalement c'est bon, c'est que faut que je fasse un truc. Ouais. C'est que c'est pas totalement bon. C'est que c'est pas totalement bon. Donc mon grand frère et mes proches ils mettent des petites stories. Tu vois c'est pas des gars qui sont très connus. Ils mettent en story 7 mars bagarre machin combat tout. Et en fait ça a fuité. Ça a Moi, fuité. c'était fait exprès. Il y a hein. des médias qui commencent à dire. Tu sais je le dis à quelques médias, je dis ouais t'inquiète le 7 mars moi j'ai signé tu vois. Ah, t'as lâché des petits. La dinguerie, elle a donc là, il vient d'avouer en fait que voilà, c'était stratégique en fait. En fait, Doumbé, il avait pas menti en fait. Des Des petites des pierres comme petites ça. échardes. Oh les gars. Et du coup, tu vois carrément la sueur. Ils mettent un post Baki Doumbé officiel. Genre Ouais. les mecs ils sont là, et les gens ils disent mais comment ça officiel Donc la sueur carrément ils mettent Baki Doumbé c'est officiel, Ouais. machin. Doumbé il met un tweet, il met ouais comment ça officiel moi Il j'ai doit rien être choqué, signé, j'ai rien Doumbé. reçu. Et alors là tu sais on comprend qu'il essaie de nous la faire un peu à l'envers. Ouais. En mode il a rien reçu tu vois. Et alors je dis quoi? Je dis non, moi j'avais rien dit. En gros, ils ont changé le truc en disant en tout cas, c'est signé du côté Baki. Donc là, le gars il peut plus se défiler, tu vois. Ouais. Il peut plus se défiler. Parce que ça dit publiquement que toi, t'es chaud. Ouais, Ouais. exactement. t'es là. Nous, on est là. Et le mec, soit t'acceptes le combat et du coup tu le fais, soit tu la fermes à tout jamais. Tu vois ce que je veux dire? Et le mec, il a décidé de pas la fermer à tout jamais. Donc il a décidé d'accepter le combat, mais 1 semaine plus tard. En D'accord. mode cette fois, j'ai vraiment reçu le contrat, machin. Accor Arena, machin. Ok, du coup, let's go. Et voilà, le combat il s'est fait. Les semaines en amont, t'as subi une grosse pression, entre guillemets, sur les réseaux de sa part, des gens. Mais tu te laisses pas faire, tu réponds, que ce soit en ligne, en l'interview de la veille et tout. Raconte-nous cette période et comment tu l'as vécue. Alors, c'était une période. Bah, du coup, les gens ils étaient beaucoup plus pour Doumbé, tu vois. Parce que Doumbé il vient de pondre une performance qui est historique carrément. Le mec il met un KO en 9 secondes en le prévoyant en plus. De l'autre côté, t'as Baki qui rate sa pesée, etc. Du coup, les gens ils se moquent un peu plus de lui et tout. Et moi, je suis un gars, du coup, les gens qui connaissent pas, ils peuvent se dire ouais, Baki il met pas des KO en 9 secondes, donc il est moins impressionnant, etc. Mais les connaisseurs, quand même, ils savent que, tu vois, il y a vraiment quelque chose chez Baki, tu vois. T'as ton style. J'ai mon style, j'ai un style de combat qui est efficace, je sais finir les gens, je suis un bon finisseur, juste que je prends pas de risque, tu vois, dans mes combats. En tout cas, jusqu'à aujourd'hui, j'ai pas pris de risque et je compte en prendre et me donner beaucoup plus une fois que j'aurai atteint l'UFC. Très bien. Ah, Tu c'est vois, intéressant c'est ça. intéressant parce que quand tu perds en dehors de l'UFC, c'est vraiment très moche, tu vois. C'est très très moche parce que c'est en dehors de l'UFC que peu importe qui t'affronte, les gens ils vont dire que tu affrontes des plombiers. Par exemple, Félix Linkhammer, alors que c'est un mec qui est très très fort, les gens ils disaient que c'était un plombier. Alors que tu Alors le disais, que- le gars 9-0, lui aussi. Moi je te dis, pour moi un Félix Linkhammer, il était pour moi à mes yeux encore aujourd'hui plus dangereux qu'un Cédric Doumbé, tu vois ce que je veux dire. Ok. Donc le mec il était super fort et tout. Donc pour moi je préfère prendre des risques contre des mecs qui en valent la peine. T'as pas envie de perdre contre un mec que les gens ils disent c'est un plombier, t'as capté? Donc moi j'ai toujours eu un style très dominant, donc je gagne vraiment chaque seconde de combat. Mais voilà, je prends mon temps pour gagner. Et du coup, les mecs, ils faisaient l'opposition, ils connaissent pas trop, ils disent ouais, l'autre il couche des mecs en 9 secondes, l'autre il gagne à la décision. Donc Cédric va l'allumer, premier round c'est réglé. L'autre Cédric il en rajoute une couche, il dit ouais les gars, je vous annonce, premier round je le fume. Machin. Dans tous les sens ça parle.
Au début, je suis un peu silencieux, tu vois. Donc, juste au moment où il y a l'annonce du combat, je dis que ce mec, je vais l'envoyer à la retraite et que là, il s'est surestimé. Ouais. Donc, c'est le seul tweet que je mets. Et après, silence radio, je m'entraîne à fond. Je m'entraîne à fond, je m'entraîne à fond. L'autre, je pense qu'il s'entraîne à fond aussi parce que même si il se la raconte un petit peu, il savait que c'était un combat sérieux. Donc, des deux côtés, ça s'entraîne, ça s'entraîne. Un côté est un peu plus silencieux que l'autre. Et à un moment, je commence tranquillement à répondre. Tu vois, je réponds, mais genre toujours avec une petite stratégie de vas-y, parle, mais tu vas voir, tu vois. Et les gens, en vrai, ils commencent à kiffer. On avait vraiment l'impression d'un mec qui était un peu trop sûr de lui, tu vois. Ouais, ouais. Il parle pas beaucoup, mais il prépare quelque chose. Et au final, en vrai, la tendance avant le combat, elle s'est même un peu renversée, tu vois. Bah, moi, j'ai trouvé notamment avec le truc du face-à-face où t'as Ah ouais, répondu le non, moi j'ai face-à-face. entraînement et tout. Ouais. C'est là où j'ai dit, ah, il y a peut-être un truc Il là, y a tu peut-être vois. un truc, ouais. J'ai l'impression que c'est à partir de là, je sais pas si vous êtes d'accord dans le chat, mais c'est là où je me suis dit, ouais, c'est vrai que ça s'égalise un peu sur les C'était réseaux. là et aussi même sur Twitter un petit peu. Quand il essayait de me critiquer toujours les bonnes réponses. Tu vois, je répondais pas beaucoup. Je répondais à un tweet sur 10. Et quand je répondais, par contre, chaque fois, il y avait un ratio carrément. Mm. Alors que lui, tu vois, il avait 4 fois plus d'abonnés et tout. Donc, c'était une période où j'ai bien géré les réseaux. Et la semaine du combat aussi, on a super bien géré. Le face-à-face, qu'on a bien géré. Carrément, les gens, ils ont commencé à Face-à-face retourner leur magnifique. veste directement au Ah ouais, face-à-face. face à face de Et après, fou. on a eu ce premier combat où tout le monde a retourné leur veste, quoi. Avant de discuter du combat purement, on a parlé de la préparation médiatique et un petit peu de l'impact. La préparation physique et game plan, parce que sportive, on va dire plutôt. Mm. C'était comment? Est-ce que vous avez avec ton équipe, je suppose, et tous ceux qui t'entourent, préparé un truc bien précis? Vous aviez des scénarios? Vous aviez une volonté précise dans le combat? Est-ce que tu trouves que ça a été respecté? C'est comment? Alors, on a préparé, on a analysé à plusieurs, donc chacun un peu de leur côté. Tu vois, j'ai mon coach d'anglaise Mourad, il a analysé un peu les patterns en anglaise. Fernand qui analyse les patterns en MMA. Des mecs qui analysent un peu les patterns sur les parties sol. Comment il s'évade au sol, comment il utilise la cage pour pas tomber, etc. Donc, on a eu une grosse analyse. Et il faut savoir que moi, malgré que je sois un combattant, tu sais, beaucoup de combattants, ils délèguent le truc d'analyser et ils font le combat. Moi, je suis vraiment aussi un mec qui analyse énormément. Et donc moi j'ai fait vraiment une grosse partie du travail d'analyse chez moi, Ouais. sur mon ordi, sur Discord avec mes potes, tranquillement. Comme Voilà. si je jouais à LoL. Hein. Exactement, on stream le combat et on regarde seconde par seconde, on met des pauses, on passe en 0,25. Et voilà, on analyse bien, tu vois. On passe nos soirées à faire ça. Et on commence un peu à comprendre son jeu. Il a un jeu qui est assez simple, très compliqué à voir venir, mais assez simple. Ça veut dire que quand tu sais pas, ça peut être surprenant, tu vois. Ouais, ouais. Mais nous, on a bien analysé, on était complètement prêts. On est aussi allé voir très loin dans les anciens combats pour voir s'il n'y avait pas des trucs qui pouvaient sortir de je ne sais où. Ouais, ce que tu disais, genre le genre de choses qui peuvent sortir, genre dos au mur ou quoi, Exactement. parce que c'est un truc qu'il sait faire mais qu'il a pas mis depuis Voilà. longtemps. Exactement. Tu sais, parfois, un mec, quand il Un truc qui sait faire, mais qu'il n'a pas utilisé depuis un moment. Voilà, donc, ouais, il est malin. gagne Ils sont malins. souvent avec la même stratégie, bah, on peut se dire que sa stratégie unique, c'est ça. Mais en fait, c'est que quand tu le mets en position de mec qui perd, qui peut te sortir un coup que tu savais pas qu'il savait faire. Mm. Donc on est allé voir loin dans ses anciens combats et on a vu des choses formidables chez Cédric, tu vois, des high kick jambes avant, des trucs, tu vois, tu savais pas qu'il savait faire ça le mec. Et en plus il aimait vite et tout. Donc tout ça c'était bon à savoir. Donc on sait qu'il est capable de faire ça. Bien sûr, on reste surtout concentré sur ce qu'il fait souvent, sur ses L'anglaise. derniers combats. Donc mettre sa petite tête en avant pour envoyer son overhand. C'était bien calculé chez nous de notre côté. Et on a vu aussi qu'il attrapait super bien les jambes, tout ça, tout ça. On a vu qu'il savait quand même bien défendre la lutte, Ok. etc. Donc tout était pris en compte, tu vois. Et ça nous a permis d'arriver au combat, de faire une préparation aussi adaptée à tout ce qu'on a vu, et d'arriver au combat avec une stratégie très, très, très complète. Ok. Donc on était prêt à tout ce qu'il pouvait faire. Et tu as bien vu, il a rien pu faire en fait. Bah, en vrai, Il moi, n'a pas pu exprimer son truc. moi, tu vois, qui te connaissais parce que j'avais regardé, mais franchement, je m'attendais pas à te voir aussi prêt. Moi, je trouve que c'est le mot, tu vois, t'étais Mm. prêt. Mm. Et c'est là où je pense Moi aussi, que, du j'étais coup, t'avais choqué fait de les Baki. choses Je bien pensais cette qu'il allait semaine se avant. faire rouler dessus. Parce que le Vraiment. jour J, dans la cage, même si, tu vois, il y a eu round 1, round 2, et du coup, c'est pas allé jusqu'au bout, bah, à minima, t'étais vraiment ready de fou, tu vois. Ouais, de ouf. Et ça se sentait. De ouf. Et le mec en face, il était aussi près de ouf, hein. Je pense qu'il a vraiment fait une préparation de ouf pour ce combat.
Et après, il y a aussi l'aspect pression que j'ai super bien géré. Ah C'est-à-dire ouais. qu'il y Ouais, en ouais. a beaucoup, leur Ouais. argument pour dire que Baki il allait perdre, c'est que Cédric il a déjà combattu à Bercy, à l'Accor Arena, il connaît l'expérience, il a l'expérience des gros rendez-vous. C'est ça le terme qu'ils utilisaient. Mhm. Et que Baki il est trop jeune, il va être impressionné par la foule, il va perdre son sang-froid, il va perdre. Mais au final, en vrai, si tu regardes un peu, quand tu regardes un peu les entrées, les moments où le combat il commence, le petit face-à-face, tout, même à la conférence de presse, même à la pesée, en fait, tu vois que je gère super bien la pression. Et ça, moi, c'est quelque chose que je savais chez moi. Je Ok. sais chez moi que je gère bien la pression. Et j'étais tellement à l'aise sur ce combat, je sais pas pourquoi, mais je pense que j'ai encore mieux géré que d'habitude. D'accord. C'est-à-dire que là, j'ai carrément ressenti encore moins de pression que pour mes tout premiers combats au HFC, dis-toi. Ok. Tu Ah, m'imagines? c'est intéressant comme truc ça. C'est Ouais. une dinguerie. Hein. L'expérience aussi un peu. Ah, c'est L'expérience l'expérience. aussi, ouais. Et ben on verra si Ça cette joue, ça expérience joue. se répète en parlant de peser le cutting cette fois. Ah bah forcément. Du coup là mon père il m'a mis directement des ultimatums. Hein. Là les ultimatums du daron, il n'y a, pas eu- y a pas eu d'aller-retour à Dubaï là. Je lui ai dit papa faut que tu rentres de Tchétchénie là on a moyen de gagner un bon chèque en tapant quelqu'un. Il m'a dit bon ok on rentre. Mais il a dit par contre si la semaine du combat t'as plus que 3 kilos, il a dit moi j'annule le combat. Ça veut dire c'est pas le PFL, Ah non, 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 c'est. c'est le papa il prend le téléphone, il appelle le factory, il dit ouais annulé. Et moi, tu connais, hein, je peux pas désobéir au papa. Donc, je me suis arrangé pour être au poids. Et au final, on a eu juste 2 kilos à cutter. Ok. Donc, Oh, Donc ça ça s'est va. fait en douceur. Ah ouais. tranquillement, ouais. À Bien. l'aise. Carrément, j'ai pu jouer à Fort Honor après. Il n'y a pas eu là les 100 grammes, les 12 serviettes. C'est d'hab- Ouh, il y a eu, mais léger. Ouais, très léger. Et tu sais, d'habitude, après avoir fait le cutting, quand je réussis, j'arrive pas à dormir de toute la nuit parce que je suis trop déshydraté. Là, vu que c'était tellement léger, ben, je te promets, j'ai pu passer la soirée encore après à jouer à l'hôtel tranquillement avec mes potes, quoi. La question, tu vois, je veux revenir sur un truc qui va faire aussi un peu écho à toute la pression médiatique et tout. Le jour de la pesée, de l'interview, vous étiez en face à face, etc. Comment tu l'as vécu tout ça? Est-ce que le combat a commencé à se jouer dès ces Bien moments-là? sûr. Non. Non, en vrai, Ah non. ouais. C'était aussi le premier moment que je voyais Cédric dans la vraie vie. Je l'avais jamais vu avant la veille du combat, du coup, tu vois. Je l'avais jamais vu dans la vraie vie. J'ai senti qu'il était un petit peu plus petit et plus frêle que je pensais, tu vois. D'accord. Et aussi, ouais, après, il n'y a pas eu de truc particulier. Je me suis pas dit, ouais, ça va être plus facile que prévu ou ouais, ça va être plus dur que prévu. Rien de particulier, c'était exactement ce à quoi je m'attendais. Donc voilà, on a fait le face-à-face et tout s'est bien passé, quoi. Le jour J, on a vu un round 1 assez dominateur de ta part, plusieurs amenés au sol, avec quand même à des moments Cédric qui se relevait bien. Un round 2 plus à sa faveur, qui te touche un peu plus. Et puis ensuite, la fameuse affaire de l'épine pour conclure. Beaucoup se posent la question d'où serait allé le round 3, mais on dit souvent que dans la cage, les combattants ressentent des dynamiques entre eux. C'était comment, ça, de ton point de vue? Bien sûr, tu as totalement raison. Il y a des choses que les deux combattants, il n'y a que eux deux qui ressentent. Et là, totalement, je peux te dire que la dynamique, en tout cas de mon côté, et lui, forcément, il va dire ouais, mon côté aussi, machin. Mais la vraie vérité, c'est que la dynamique, c'était Baki qui gagnait, quoi. Tu peux dire tout ce que tu veux, même si on devait faire comme il a dit et croire que le round 2 est totalement à lui, machin. En vrai, Non, le round 2, il si est on pour, devrait faire il est comme il pour dit Doumbé. et qu'il gagne le round 2, il le gagne de quoi? Il le gagne de rien. Ça veut dire qu'au final, je gagne quand même le combat parce que mon round 1, il est totalement dominateur. Mais en plus, le pire, c'est que lui, il était même pas au courant qu'il gagnait le round 2. Parce que si tu regardes un peu, et je vais mettre bientôt, je pense, quelques vidéos et tout sur les réseaux. En gros, si tu vois que le mec, il me touche la joue, il met 6 points. Genre, comme s'il m'avait touché 6 fois. C'est comme s'il m'avait mis 6 coups pleine patate dans ma bouche, tu vois. Les mecs, parce qu'on voyait les scorings sur sur le PFL. Yes. Donc, déjà, leur manière de scorer, je comprends pas. Et ensuite, malgré ça, pour moi, je prends le round 1 et le round 2. Moi, j'arrive dans mon coin à la fin du round 2. Les mecs de mon coin, ils me disent quoi? Ils me disent Baki, là, au troisième round, simple. Tu l'attrapes, tu ne le lâches plus, c'est réglé. Le combat, il est à nous. T'as déjà gagné 2 rounds sur 3. Ah, c'est intéressant ça, parce qu'au Bah, final, les 3 juges lui donnent quand même. Bah, bien. Ouais, c'est ça qui est fou, en fait. C'est ça qui est fou. Et moi, j'étais surpris de ouf, tu vois. Et Ah, c'est vous, on ressent un truc et- vraiment et différent. Tu vois, d'ailleurs- moi, quand je regarde le combat, je Mm. vais pas te mentir, je me dis qu'il va à Cédric, tu vois. et Ouais, dis-toi, même ouais, ce qui est ouais. fou, c'est qu'un des juges, Il est franc, Zach. Pour le coup, il est franc, ça fait plaisir. il dit même à mon grand frère après le combat, parce que Ruslan, tu vois, mon grand frère,
Il a voulu aller voir qui gagnait le combat. Mhm. Et il dit, ouais, Baki, il a les 2 rounds. C'est-à-dire, après, en fait, il a dit ça alors qu'il a noté le round à Cédric. C'est pas logique, tu vois. Donc, Ah, il a vu son frère, c'est un bœuf, il doit faire 110 kilos, les gars, que du muscle. Il a vu un morche arriver, il a dit non, les deux c'est pour Baki. donc ouais, c'est un peu bizarre. Et donc, ouais, moi, je retourne dans mon coin à la fin du 2e round. Je sais qu'au 3e, je vais boxer un petit peu et le coller et le terminer en lutte, tu vois. Enfin, maintenir la position et le combat, il est à nous. Parce qu'en fait, il faut savoir que le dernier round, c'est très souvent le lutteur qui le gagne. Parce qu'en fait, le lutteur, Ouais, mais non, là, non, il a pas réussi à le tenir au premier round, en lutte. Il a pas réussi à tenir les positions, etc. Il a rien fait en fait, il l'a amené au sol et puis c'est tout. Deuxième round encore moins. Comment il aurait pu faire au troisième round? Après, tout est possible. Le combat, le troisième round ne s'est pas fait, donc on pourra pas savoir. Mais s'il a pas réussi à le faire dans le 1, pourquoi il réussirait à le faire dans le 3? Vous voyez ce que je veux dire? quand il va attraper quelque chose, il va plus le lâcher. Et le 3e round, ce qui est le dernier round, le striker, s'il n'a pas réussi à trouver l'ouverture en 2 rounds, c'est pas au 3e Ouais, qu'il c'est va... plus difficile d'aller ouvrir au 3e. Exactement. Parce que le striker, en fait, ce qui est bien chez lui, c'est qu'il est surprenant. C'est-à-dire qu'au premier et 2e, il est dangereux. Mais au 3e, le lutteur, il commence à capter comment il frappe. Tu vois ce que je veux dire? C'est très souvent le lutteur qui gagne le dernier round. Mais bon, après, l'histoire en a décidé autrement. Il a marché sur une écharde et il s'est plaint à l'arbitre, quoi. Ouais, vraiment, moi, la situation était tellement confuse. Écharpe, puis après, arbitre, puis il te parle, puis tu parles, puis après, il reparle, l'arbitre arrête. C'est du des jamais what the vu. fuck, sans coup, Ouais. Tu sais, à vivre. c'était un peu what the fuck et moi je pensais même pas qu'il allait arrêter direct l'arbitre. En fait, Cédric me le dit à moi-même, il me le dit à moi, parce que moi je me suis dit, vas-y, il a un truc au pied, mais on combat quand même, tu vois. Ouais. Il me dit avec sa bouche, hein, il me dit, je peux pas combattre là. Il me dit, mec, j'ai un truc au pied, je peux pas me battre. Et du coup, moi je dis à l'arbitre de regarder son pied parce qu'il peut pas se battre et tout. Et maintenant, Cédric, maintenant que tout ça s'est passé, il fait des tweets où il dit Baki il parle à l'arbitre en disant d'arrêter le combat. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Pourquoi lui, il vient me parler déjà dans le combat? Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça que j'avais fait un tweet il y a pas longtemps en me disant que je regrette un peu d'avoir eu pitié de ce mec, tu vois. Parce que regarde comment il essaie de De le faire retourner maintenant. la Tu situation. penses que t'aurais dû continuer à combattre normalement Ouais, sans prendre ça en compte, genre? J'aurais dû le défoncer direct sur place. Avec son pied, son écharde, tout. Tout en vrai. Oh bordel. Et du coup, comment ça t'as vécu l'après de ce combat? C'est-à-dire quelles ont été les répercussions en termes, on va dire, de retour médiatique, de retour même personnel de tes proches, en conséquence carrière, quoi? Bah, alors, déjà, mes proches, forcément, ils étaient contents. Ma mère, elle était contente, parce que ma mère, elle était inquiète. Mhm. Mon père, il était content, tout le monde était content. Je suis rentré à Strasbourg, voilà, tout heureux, quoi, tout simplement. Tu vois, C'était enfant du peuple à Strasbourg. exactement. Sauf qu'il y en a beaucoup, ils y croyaient pas. Même des gens de Strasbourg n'y croyaient pas. Même des gens d'Haguenau n'y croyaient pas, tu vois. Mhm. Donc on rentre. Aussi au niveau des gens qui me reconnaissent dans la rue. Avant, ils me reconnaissaient. Jamais personne n'a été méchant avec moi. Tu vois, jamais personne n'a été méchant avec moi dans la vraie vie. Bien sûr. Mais là, les gens, ils sont vraiment contents de me voir, tu vois. Et forcément, moi, je suis quelqu'un qui aime faire plaisir et tout. Et du coup, voilà, ça a un peu changé. Les gens ont un peu retourné leur veste et voilà quoi. Mais je m'attends pas non plus. En fait, je prends pas les gens pour acquis. Mhm. Parce que je sais que si un jour, moi, il doit m'arriver une dinguerie, tu vois, ils vont aussi encore retourner leur veste. Ouais, ça se voit que c'est un truc, genre, pour avoir écouté plusieurs choses de toi, c'est un truc dont tu parles souvent. Cette capacité de l'opinion publique à aller vite d'un côté comme de l'autre selon le niveau, les résultats, des machins, des trucs. Et j'ai l'impression que du coup, en fait, quand tu parles, même si tu sais que beaucoup de gens vont pas être d'accord, tu t'en fous. Ouais. Genre là, typiquement, par exemple, ce que tu viens de dire sur le combat, notamment le round 2, ça a beaucoup fait réagir dans le chat, tu vois, tu te doutes bien. Il y a des gens, ils sont d'accord, des gens, ils sont pas d'accord du tout. Et il y a des gens, ils disent, ouais, non, il est d'élu et tout machin. J'ai l'impression que tu t'en fous. Non, mais moi, je m'en fous totalement. Comme je l'ai déjà dit beaucoup de fois, le seul avis qui compte, c'est l'avis des personnes qui t'importent. Moi, ce qui compte pour moi, c'est ma famille, mes proches. C'est pas. Je suis désolé, les gars, mais c'est pas mon public en vrai, tu vois. Genre, Mais il a aujourd'hui, raison. c'est mon public. En vrai, il a raison. Bien sûr, il y a des gens qui sont fidèles et je les remercie. Ça me fait plaisir de faire des combats, de les rendre fiers et savoir qu'ils font partie de l'aventure. Mais en réalité, moi, j'ai fait ça depuis le début que pour ma famille, Ok. tu vois. Bah ouais. Donc, forcément, je m'en fous de l'opinion publique. Franchement,
Il parle C'est une français. take vraiment intéressante. C'est pas un discours qu'on entend souvent, en fait. Ouais. Tu Et vois. il est Et je sincère. te le dis parce que j'ai eu beaucoup la chance d'avoir des gens différents sur ce plateau et Si, c'est pas un en- truc que j'ai souvent entendu. En vrai, si je m'en foutais pas de l'opinion publique, comment tu penses j'aurais pu gagner? Tu vois? C'est vrai que si tu t'en étais fié au début, c'est vrai que concrètement, t'étais Si, pas. si je devais écouter l'opinion publique tout le temps, bah, je devais prendre un KO en 5-10 secondes, tu vois. C'est parce que je l'écoute pas que j'ai gagné. Et donc, du coup, à partir de là, c'est quoi la suite là concrètement? Il y a eu le ramadan, ça fait maintenant à peu près 2 mois, à peu près que le combat est passé à quelques jours près. T'es dans quelle phase là? T'es au Japon, bon, c'est un petit coup de plaisir et tout. Ouais. C'est Bah, quoi la suite On pour a eu toi le ramadan, on a eu le ramadan 1 ou 2 jours après le combat, donc directement dans la foulée. J'ai continué de m'entraîner tous les jours pendant le ramadan, toujours garder la forme, tu vois. Ça c'est vraiment un truc que je me suis fixé. Genre, il n'y a pas de moment où j'ai plus la forme. Yes. Donc c'est vraiment un truc que toute ma vie je veux être prêt à me battre. Ok. Donc ça c'est un truc que je me suis fixé. Genre coup de fil possible ou quoi? Il y a pas de ouais, là je suis en Coup de fil vacances à Sado. possible et même sans parler de sport, j'aime pas l'idée de savoir que j'ai besoin d'une période pour être prêt à me battre. Ok. À la base, si j'ai commencé aussi les sports de combat et la raison pour laquelle j'aime me battre, c'est la capacité à être fort. Tu vois, l'humain, il est tout le temps en train de changer. Tout le temps, il y a des mécanismes qu'on n'a même pas de conscience qui se passent dans notre corps. Si tu attends toujours le moment parfait pour te battre, en vrai, tu te bats jamais. Donc moi, j'aime bien l'idée de savoir que je peux me battre tout le temps. Ok. Donc ça, c'est important pour moi. Et donc c'est pour ça que je me maintiens en forme tout le temps. Et maintenant, est-ce qu'il y a un combat de prévu? Alors, dans l'immédiat, il n'y a pas de combat de prévu. Ouais. Mais j'aimerais beaucoup faire partie de la carte UFC Paris en septembre. Ah, ce serait magnifique ça. Ça serait magnifique. Et d'ailleurs, on est en train de parler avec eux pour s'arranger pour faire ça. Si c'est pas sur cette carte-là, forcément, ce serait sur une autre. Mais en tout cas, nous, on vise C'est l'UFC l'objectif. Ouais. depuis toujours. Hein. Ok. Toi, il n'y a pas forcément les débats qu'on peut entendre, d'ailleurs sans leur tirer dessus, hein, mais chez d'autres en mode argent ou alors fame, combat, machin. Toi, c'est les meilleurs. J'ai pas commencé le combat pour l'argent. Si je voulais de l'argent, il y avait 10 000 manières de faire de l'argent. Tu peux devenir businessman, faire 10 000 trucs. Si j'ai commencé le combat, c'est pas pour l'argent. D'accord. C'est un bonus, l'argent, tu vois. Et pourtant, du coup, tu demandes quand même une grosse somme pour la revanche. Oui, mais en fait, c'est parce C'est que là, c'est un normal, ça. détour. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est C'est-à-dire là, normal. il me demande une revanche. Mais c'est quoi l'intérêt sportivement pour moi? Il est Ok. peut-être de réaffirmer la victoire, de lever le doute dessus. Les gens, à part dire ouais, bravo, il a gagné sans écharde cette fois, ils vont dire quoi? Ils vont rien dire, tu vois. Donc, ça va m'apporter littéralement rien. Donc, si déjà j'ai fait un détour pour faire taire des bouches, pour prendre un bon chèque, etc., s'ils veulent que je refasse encore un détour, parce qu'en fait, quand tu fais un détour même sur la route, c'est que tu as une raison de la faire. Si je fais un détour encore une fois, c'est qu'il y a une raison. Ok. Donc là, tout ce qui était médiatique, qui m'apporte plus rien actuellement, je le mets du côté argent. Donc D'accord, maintenant, je s'ils comprends. veulent, ils le font. S'ils le veulent pas, tant pis pour eux. Je comprends. D'ailleurs, ils m'ont rien proposé encore. Même pour des prix en dessous, ils m'ont rien proposé. Donc Donc pour l'instant, c'est genre au point mort, quoi. les gens qui disent Baki accepte le combat, il n'y a rien à accepter parce que j'ai rien reçu. Tu vois ce que je veux dire? Tout simplement. Comme ça, le sujet a été abordé en long, en large, en travers. Exactement. Et donc du coup, au niveau de l'UFC à l'heure actuelle, ce serait justement pour la même catégorie, ce serait moins 77. Oui, toujours classique. welterweight. Ouais, 77. Ouais. Et du coup, ce serait pour commencer gentiment. Par exemple, tu nous disais un peu plus tôt, ce serait pour prendre un peu plus de risques maintenant en C'est commençant ça. là-bas. C'est ça. Peut-être pas direct au début, mais en tout cas, il y a un moment forcément où vous allez plus reconnaître Baki. Et un moment où je vais vraiment montrer beaucoup de trucs que j'ai pas encore montré dans la cage. J'ai un style de combat que j'ai pas encore montré, que D'accord. je travaille depuis un petit moment maintenant. J'essaie vraiment de le parfaire un maximum. Et pour le parfaire, j'ai besoin d'un peu de période où il y a peu de combats, tu vois. Donc là, en ce moment, je suis en train d'en profiter et je vais continuer dès que je rentre du Japon. Ok. Mais c'est un petit style très offensif que je prépare et qui va vraiment choquer, je pense. Et imaginons un scénario, alors là, c'est fictif, d'accord, mais imaginons l'UFC pour X ou Y raison, ça peut pas se faire, et il n'y a pas de revanche. Qu'est-ce qui se passe? Tu retournes à l'ARES, une autre ligue européenne Je pense pas que l'UFC. L'UFC, c'est pas oui ou non. Ok, L'UFC, c'est plutôt quand. Tu vois ce que je veux dire? d'accord. C'est plus sur cette question-là qu'on est basé. La question de oui ou non, moi, je peux te répondre tout de suite oui. Ok. L'UFC, ils sont intéressés par Baki. Baki est intéressé par l'UFC. Toutes les raisons sont bonnes pour y aller. D'accord. Maintenant, la question, ce serait plutôt quand. Moi, dans l'idéal, comme je t'ai dit, ce serait UFC Paris. Et au plus tard, ce serait fin d'année. Mais l'UFC Paris, ce qui est bien, c'est que c'est à Paris, justement. Tu
Tu vois ce que je veux dire? Ah, pour l'avoir Ouais. vécu, c'était phénoménal. Hein. Ah, tu y étais du coup? Ouais. Ah, incroyable. J'avais vu les débuts de Morgan à Ah l'UFC ouais, magnifique. contre l'Italien. Désolé, je me rappelle plus du Ouais, nom. ouais. Bah, forcément, le combat de BSD, Cyril Ah, contre Spivak et tout, c'était Ah, bah, exceptionnel. j'imagine que c'était exceptionnel. Tu y étais toi aussi ou pas? Non, j'y étais pas, j'étais à Dubaï à ce moment. Ok, bah franchement, je te le dis, c'était vraiment incroyable. Bah, j'imagine. Et j'aimerais trop en faire partie, tu vois. Compréhensible. Ouais. Compréhensible. Putain, UFC Paris, c'est vrai que c'était la deuxième année, c'était une belle réussite. En tout cas, moi, j'ai pas fait le premier. Vous me dites dans le chat, peut-être certains ont fait Le les premier deux. aussi, c'était quelque chose, à ce que j'ai entendu. Mais ouais, moi, le deuxième, en tout cas, c'était le seul que j'ai fait. C'était la qualité. Je peux comprendre pourquoi. En parlant de ça, justement, est-ce que tu as un avis en parlant un peu tu sais, du public? Le MMA, ça s'est vraiment genre démocratisé, ça a explosé ces 2 dernières années. Je t'avais demandé un petit peu plus tôt, selon toi, pourquoi, entre guillemets. Mhm. Maintenant, il y a des discours qu'on peut entendre vis-à-vis justement des fans, du public, en mode certains peuvent regretter l'époque où c'était plus discret, d'autres peuvent dire bah oui, mais maintenant il y a une trop grosse hype, des MMX, ou alors ouais, le public par exemple du PFL où t'as combattu, c'était pas ouf, et des trucs comme ça. Est-ce que tu penses que c'est les défauts qui viennent avec le fait de s'être popularisé? Est-ce que c'était nécessaire? Voilà, est-ce que tu penses que le bienfait que ça apporte, ça compense ces quelques points négatifs? Bah, ça, c'est pas un truc qui est typiquement au MMA, mais ça, c'est un truc qui arrive très souvent d'ailleurs quand un truc est peu connu et Mm. devient très connu. Les gens qui étaient là déjà avant, ils ont un peu le seum parce que du coup, des gens qui connaissent pas trop, ils viennent trop ouvrir leur bouche, trop donner leur avis sur des choses qu'ils ne maîtrisent pas. Donc, forcément, parfois, ça fout un peu les nerfs, tu vois. Ouais. Ouais. Quand tu vois des fameux MMX qui viennent donner leur avis en disant n'importe quoi. Mais je pense que d'un point de vue global, c'est quelque chose de bien. Ok. C'est quelque chose de bien parce que, au final, même s'il y a beaucoup de conneries qui sont racontées, les gens qui viennent dire des vraies choses et qui font vraiment des stats, heureusement, ce sont des gens qui s'y connaissent. Tu vois, les médias, la sueur, etc. Euh, donc, Ils au citent final, que je la pense, sueur, ouais. globalement, on est assez. Il n'y a pas trop de conneries qui sont dites. Et donc, tout va bien en vrai de vrai. Très bien. Pour terminer, j'avais une petite question comme ça, un peu plus généraliste, notamment parce qu'on avait parlé du UFC, ça peut être UFC ou pas, ça peut être actif ou non. Si tu devais donner 2, 3 combattants que toi, tu as toujours trouvé peut-être forts, impressionnants, de ta catégorie ou non d'ailleurs, actif ou non, comme je t'ai dit, Donc, à l'UFC, pas des Français forcément. ceux que tu veux, quelle que soit Ok. même l'organisation. Alors, moi, tout d'abord, j'aime bien Kamaru Usman. D'accord? Alors, Kamaru Usman, bon, là, je pense qu'il est plus à son prime, mais c'est un combattant que je kiffe parce que j'aime bien comment il est complet en fait. Et à la base, c'était un lutteur avec une boxe un petit peu dégueulasse, tu vois. Et petit à petit, on voit une boxe qui s'améliore, une base très solide, tu vois. Ça veut dire que le mec, il fait pas des trucs bizarres. Il est très robotique. Et j'aime bien comment il a dominé dans sa catégorie pendant longtemps. Et aussi le fait que ce soit une bête physique. On a pas mal de similitudes sur le fait d'être complet, Ouais. sur le fait d'avoir une bonne boxe, Ouais. sur le fait d'avoir une bonne lutte et d'être des forces en termes de physique, tu vois. Donc j'aime bien ce combattant. J'aime beaucoup Khamzat. Khamzat, forcément, Logique. un assassin. Tu vois. Le mec, il a une confiance, une manière de rentrer dans ses adversaires, une lutte qui est phénoménale. C'est un combattant d'élite et je pense vraiment que c'est le mec qui va vraiment être unanime à l'UFC. D'accord? Je pense vraiment qu'il peut marquer l'histoire de l'UFC et il va le faire, je pense. Ok. John Jones aussi. Il parle plus de Khamzat en tant que GOAT, on va dire. Vous avez entendu ses propos. Mais il parle pas de Khabib du tout. Ni de Islam Makhachev. Pourtant, ils sont bien meilleurs que Khamzat. Hein. Ça se compare même pas, quoi. Surtout Khabib. Classique. John Jones classique. Comment il est vicieux dans la cage. Comment il arrive à s'adapter dans le combat. Comment il arrive à être intelligent sur le coup. Parce que parfois, tu sais, parfois tu as un plan et s'il foire, tu te dis tellement putain, j'ai que ce plan et c'est foutu que tu vois, c'est un petit peu cette sensation de t'as le plan et ça se passe pas comme prévu donc vas-y, c'est foutu, t'as perdu. John Jones, même quand ça foire, il se dit ok, je suis intelligent, je peux m'adapter tout de suite maintenant là. Et ce truc là chez lui, je le trouve incroyable, tu vois. Ok. Donc ça, John Jones, incroyable. Pereira aussi, dinguerie. Le mec, il est arrivé du Glory, il est devenu champion à l'UFC aussi, et en plus dans 2 catégories différentes. Et Pereira, il est aussi bien parti pour marquer l'histoire de l'UFC là. Le fameux. Avec en plus le titre chopé très 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 vite, Waouh, l'histoire avec il l'a Adesanya chopé et tout, vraiment très incroyable. vite, ouais. De ouf. Écoute, avec tout ça, forcément, vient la dernière question. C'est quoi la suite de ton programme au Japon là? Alors là, la suite de mon programme au Japon, ben. Déjà, tout à l'heure, on a fait un truc de samouraï, je te mens pas, ça m'a hypé. Peut-être je vais le refaire encore une fois. C'était cool, hein, le truc des samouraïs. Peut-être que j'aimerais bien redécouper des trucs, c'était vraiment stylé.
Après, j'aimerais bien m'entraîner aussi, Ouais. un peu voir les clubs ici. Ouais, t'as une petite salle là qui. J'ai eu des petits contacts là. Ok. Normalement, il y a le ref Clément Marcoux qui arrive aussi. Grave cool ça. De ouf, de ouf. D'accord. Quand je suis arrivé à Dubaï, il est arrivé quelques jours après. Et quand j'arrive à Tokyo, il arrive quelques jours après. Donc, incroyable. Donc, ouais, un petit entraînement avec Clément Marcoux. J'ai des amis aussi qui m'écrivent sur Instagram qui me disent qu'ils ont des salles au Japon. Ok. Je vais y faire un petit tour. Très Donc, cool. Magnifique, petit programme. Eh ben écoute, profite bien de la suite de ton séjour au Japon. Merci Et je te beaucoup. remercie, Maki. Merci beaucoup, Zach. Ça fait super plaisir, Tout le franchement. plaisir est pour moi. Franchement, j'ai kiffé. On a fait une quasi 2 heures. Voilà. Putain, je te le putain, dis. c'est passé trop vite. Je te jure, j'ai l'impression qu'on y. Qu'est-ce qu'on Combien s'était de dit temps, encore une c'est fois vraiment, 2 heures vraiment. passées en 20 minutes. C'est une folie. Hein. Ça va Content vraiment d'avoir trop pu vite. parler avec toi. Franchement, c'est cool. T'as la tête sur les épaules, t'as plein d'avis. Et puis, même si on peut être des fois d'accord, pas d'accord ou autre, t'as un parcours qui est archi respectable. Et franchement, je te souhaite vraiment le meilleur pour la suite. Je t'en Donc, souhaite tout autant, Zach. Merci beaucoup. J'espère que vous avez apprécié, les amis, dans le chat. Alors, à minima, j'ai vu merci à que toi, vous avez Zach. apprécié, mais aussi que ça vous a beaucoup fait réagir. Donc, c'était très intéressant. Vous inquiétez pas, après en off, il y a ces bacs